Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour commencer ce petit live qui va durer un petit peu de temps puisqu'il est 18h37, on est le 14 juillet. Bonne fête nationale à tous. Et dans quelques minutes, on va être appelé par Père Castor, donc Olivier Ouest, capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, puisque se tenait hier à minuit le rendu des listes pour les 40 pays qui seront présents au championnat du monde de Warhammer 40 000. Ça sera la première semaine du mois d'août, ça commencera donc le jeudi 7 août, ça sera donc du jeudi 7 au dimanche 10, et c'est cette partie que nos bleus vont pouvoir faire contre tous les pays du monde pour tenter de défendre leur titre d'actuel champion du monde de Warhammer. Donc 40 000, j'espère que vous allez bien au niveau de ce chat, que vous m'entendez bien, que vos énergies sont bonnes, que la musique est bonne. Merci beaucoup Agon pour le 57e mois. Donc en tout cas, le programme de ce petit live, plusieurs choses. Déjà, je vous le disais, à 18h45, donc d'ici 7 minutes, on va être appelé par Père Castor. Il va nous présenter donc le roster, cette fois-ci, de l'équipe de France. Il va nous présenter, alors pas nécessairement les listes. En gros, au niveau du planning, les listes, c'était le rendu hier soir. Il y a déjà toutes les stats qui sont en train de tomber justement sur StatCheck ou sur les outils du WTC pour World Team Championship. Si jamais vous voulez choper des informations, n'hésitez pas. Vous pouvez tout simplement aller sur le site de WTC 40 000. Vous allez sur Google, vous mettez World Team Championship ou WTC Warhammer et vous arriverez sur le premier site. Vous allez pouvoir télécharger tous les packs de missions, tous les packs aussi des déploiements si jamais vous voulez jouer entre guillemets sur des tables équilibrées. J'allais dire comme des pros, mais c'est pas nécessairement un mindset le compétitif sur Warhammer, c'est que ça permet surtout en fait d'avoir des parties qui soient équilibrées. C'est pour ça qu'on parle de match play versus de parties asymétriques quand on a envie un petit peu de se faire plaisir. Donc les listes ne seront pas publiées. Par contre, les stats au sein des rosters vont l'être. On va donc pouvoir parler avec Olivier, par exemple, du fait que nous, on joue un certain type de détachement pour la Death Guard, là où quasiment tous les autres pays du monde jouent un autre détachement. Donc quelle est leur vision à nos 8 bleus? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait les choix de ce roster-là, donc armée par armée et détachement par détachement? On va voir plein de choses. Il faut savoir que les 40 pays sont classés par ce qu'on appelle des seeds, c'est-à-dire en fait les pays ont été classés par ordre de chance de gagner indirectement, en tout cas basé sur les dernières années et de leur classement. La France étant champion du monde et bien évidemment sur ce qu'on appelle le seed 1, tout comme la Pologne, les USA, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Allemagne et le Netherlands, si je dis pas de bêtises. En tout cas, on va confirmer ça d'ici quelques minutes. Et donc de mieux comprendre pourquoi est-ce que quelle a été la vision en fait de la France par rapport au méta actuel. Je vous donne un exemple tout bête. Beaucoup de pays ont choisi de jouer des Chaos Knight ou des Imperial Knight parce que c'est fort. Est-ce que la France avait choisi de les jouer ou avait anticipé le fait que les pays allaient en jouer et donc se sont armés pour lutter contre un méta véhiculé? Et c'est ça qui va être super intéressant en fait comme débat avec Père Castor, c'est de savoir justement comment est-ce qu'ils ont orienté leur roster et comment est-ce que ça s'est traduit par les adversaires. Après bien évidemment, hein, ça reste et à la fois un jeu dé et un jeu qui dure 3 heures par partie, donc il y aura des aléas au niveau de l'IRL. Je rappelle aussi qu'on est sur du 8 contre 8 et qu'il y a toute une phase dans chacune des rondes. Quand on parle d'un round de jeu, c'est pas à l'échelle d'une partie, mais c'est à l'échelle du WTC, donc des championnats du monde. C'est quand la France va affronter une nation. Et bien en fait, il faut savoir que comme c'est du 8 contre 8, il y a une phase qui s'appelle la phase d'appariement et qui fait que par exemple, mon joueur Space Marine va affronter ton écron. Comment est-ce que tout ça s'est défini? C'est un espèce de petit jeu de cartes dans lequel on va dire, écoute, moi je place un de mes joueurs, tu en places un en face, et face à celui que tu as mis, moi je vais en mettre deux, tu vas en choisir un des deux qui va faire en sorte qu'ils vont s'affronter, et derrière celui qui avait été refusé, justement va être remis dans la pile de joueurs sélectionnables. Ils vont faire ça globalement 5 fois, et ensuite ce sont les oubliés qui vont pouvoir se rencontrer. Donc c'est super intéressant, il y aura plein de choses à dire d'ici le début des championnats du monde. Je pense que pour la plupart vous étiez déjà avec nous l'année dernière, mais voilà, en tout cas on va pouvoir interviewer à chaud Père Castor, je suis beaucoup trop content. Honnêtement, je trouve que c'est un moment qui est plein d'euphorie. Déjà parce qu'en ce moment, Warhammer 40 000, c'est un putain de bon jeu. La méta, elle est trop cool. Les armées, elles sont toutes en adéquation avec l'ADN qu'on pourrait imaginer. Par exemple, je sais pas, l'Astra, on peut jouer full charm, on peut aussi jouer plein d'infanterie. Les Space Wolf, on va envie de jouer ce qui a du poil, par exemple. Donc, honnêtement, c'est quand même vraiment une belle période pour Warhammer 40 000. Les championnats du monde, à mon avis, vont être ouf. Et en plus, on y était à Leoben en Autriche il y a quelque chose comme il y a 2 mois pour les championnats du monde de Warhammer Age of Sigmar. Et ça tombe bien, on sera exactement au même spot en tant que streamer. Donc ça va être le feu les gars, prenez bien date, ça commence le jeudi 7 août aux alentours je crois de 17 h pour le début de la game. Donc ça sera une game de fin d'après-midi, début de soirée.
En gros, vous allez avoir le jeudi qui sera là, jeudi-vendredi, ça sera la phase des poules. Ils vont donc avoir 3 parties et ensuite ça sera 2 parties par jour réparties entre samedi, dimanche. Vous allez crever de chaud, mais ça va être cool, grave. Est-ce qu'il y a du Space Wolf? Ouais, tu vas voir, très intéressant. Encore une fois, moi je suis trop content qu'on puisse avoir aussi Olivier parmi nous parce que les chaînes internationales se l'arrachent. Non, enfin plus sérieusement, oui. Je sais qu'Art of War se l'arrache, qu'il y a plein de... en fait, c'est systématiquement quelqu'un qui arrive avec des contre-pieds ou des modifications par rapport aux autres listes qui sont attendues. Par exemple, on le sait, en Space Marine, le Blood Angel était très attendu, le Space Wolf aussi, peut-être un petit peu moins le Black Templar. Vous allez voir, Olivier, il arrive avec une liste Space Wolf, mais c'est quasi la seule en Gladius. Et ça en dit aussi tellement long, les gars, par rapport à ce codex et cette armée Space Marine. C'est la première armée qui est sortie. Et on continue de jouer un des premiers détachements qu'ils avaient fait. Parce qu'il est équilibré, parce qu'il permet de faire des tricks de jeu que déjà à l'époque des premiers championnats du monde à Atlanta, c'était John Lennon qui jouait une Gladius. Bref, c'est super intéressant. Père Castor est un métabuilder en SM, grave. Et aussi les gars, ça n'est pas tout, je vous ai préparé plein de petites choses. Est-ce que le chat dort ou est-ce qu'il dort pas? Je vois qu'on est presque 600 pour démarrer ce petit live, là ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on est en stream. Les gars, il me semble que depuis samedi 11h, c'est la précommande de la nouvelle version de l'Horus Heresy. On n'a pas encore sorti de contenu, mais il y a un petit peu de peinture qui a été faite au studio. Est-ce qu'on peut faire péter ce chat? Est-ce que vous êtes prêts pour un petit moment de React? Ok? Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, on est un monde de bisounours, les gars. On est des passionnés, on se serre les coudes dans ce monde en guerre du 41e siècle. Et donc, à chaque fois qu'on montre une figurine ou un sujet sensible, on surreacte avec le... Wow, c'est magnifique. Ok? Est-ce que vous êtes prêts pour le premier surreact pendant que je vous dévoile la première figurine de l'Horus Heresy de la nouvelle édition que j'ai peinte? Attends, calme-toi, Touf. Touf, il dit OMG. C'est pas encore parti, les gars. C'est pas encore démarré. Et donc aussi, on va enchaîner donc avec Père Castor. Ensuite, je ferai sans doute un petit break pour aller manger. Et dépendamment de vous, si vous êtes chaud, je streamerai aussi ce soir de la peinture de Space Wolf, puisque c'est moi qui vais peindre l'armée Space Wolf de cette équipe de France en leur prêtant l'armée du studio et en peignant justement ce qui va manquer. Bref, on va pouvoir discuter un petit peu de tout ça avec Olivier. Est-ce que vous êtes prêts pour dévoiler? C'est une exclusivité mondiale, le Centurion Night Lord peint par mes petits soins. Il n'est pas fini. Non, franchement, je vous sens pas prêt, les gars. Voilà, mettez +1 si vous êtes prêts. Sinon, je considérerais que vous ne le méritez pas. Ouais. C'est pas que vous méritez pas de voir ma peinture. C'est que vous méritez pas que le petit centurion, il pousse son petit cul et qu'il aille se mettre justement au centre de cette caméra. Ok, on va y aller, je veux le voir. Ok, attention, je veux du direct. Ça part. Est-ce qu'on n'attendrait pas le refrain, les gars? Parce que, les gars, les Night Lords, ils kiffent le funk. Les Night Lords, les gars, c'est des gros danseurs. Allez, on est parti. Surreact dans 3, 2, 1. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement, il est cool. De toute beauté. C'est encore plus beau que le jour de la naissance de ma fille. Putain, merci. Des Genesis, je voulais pas te le dire, j'ai pensé exactement la même chose. Non, plus sérieusement, il est pas fini, il faut que je refasse un petit peu les rivets et ainsi de suite. Là où je suis content, c'est que les décalcos sont bien mat, bien comme il faut. C'est inspiré, enfin c'est des décalcos sort de bataille que j'ai utilisé pour faire les petits textes. Clairement, j'ai galéré à trouver le bleu Night Lord. Pourtant, j'ai pris la figurine, la peinture Night Lord Blue de Games. Et bref. Voilà pour le résultat, il me reste encore quelques petites finitions à faire. À la fois, ça m'a fait pas plaisir de peindre une ancienne échelle, c'est-à-dire par rapport à un Terminator. Regardez la différence de taille. On est sur un Terminator Space Wolf juste à côté, donc la nouvelle échelle. Là, on est sur l'équivalent du 28 mm, en tout cas de l'Horus Heresy. Mais putain, la qualité de la figurine et l'inspiration romaine, enfin, honnêtement, ça a été un vrai plaisir à peindre.
Cette figue est plus sexy que ma femme le jour de notre lune de miel. Merci beaucoup, Shadak. Bah, je vais pas te mentir. Je pensais aussi la même chose. La cape est folle, dit Garb. Est-ce que tu sais que la cape, c'est pas une blague, ça m'a pris 10 minutes. Enfin, l'escroquerie de l'aéro, enfin, si tu veux, c'est très 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 facile. Golden Dimon. Bon voilà, c'est une figurine qui sera sans doute publiée sur le site de Warhammer Community. On verra ça plus tard. En tout cas, on va pouvoir couper la musique et accueillir l'actuel capitaine de l'équipe de France de Warhammer 40 000, le beau Père Castor, Olivier Wess. Mon petit Olivier, j'ai tout expliqué aux gens par rapport donc le fait que les championnats du monde commenceront donc le 7 août en direct de Léoben. On est sur du 8 contre 8, j'ai tout dit. Avant, et pour aussi justement refaire un petit peu le feedback de ce que tu nous as présenté sur F12S sur toute la saison, tu avais commencé justement ta sélection sur une trentaine de joueurs. Au fur et à mesure, on va dire, des jalons de la saison, tu avais diminué ce nombre de joueurs pour arriver au nombre de 8, puisque c'est du 8 contre 8. Quand on avait fait le top 8 il y a 3 week-ends, vous étiez encore 9 en course pour les 8 finalistes. En plus de ça, vous avez dû travailler énormément puisque vous aviez... Enfin, Game Workshop a sorti une nouvelle saison pour Warhammer 40 000 le 2 juin qui a été accompagnée par ce qu'on appelle une data slate. Quand je disais nouvelle saison, c'est des nouveaux secondaires. Des nouveaux aussi mises en corrélation entre les missions principales, les zones de déploiement et aussi justement l'arrivée des cartes Challenger, et surtout aussi que pour les secondaires, il y avait 18 cartes, 19 maintenant justement dans cette nouvelle saison. Donc vous avez dû travailler comme des dingues. Toi, la semaine dernière, tu as sélectionné tes 8. Si tu veux nous faire un petit statut, donc justement, qui est-ce que tu as pris et comment est-ce que tu as aussi ressenti ce début de saison, en tout cas pour Warhammer 40 000. On est arrivé à une sélection de 9 joueurs. Et elle ne diminue pas, parce que même s'il y a 8 joueurs de champ, il y a 9 joueurs dans l'équipe. On s'est posé des questions méta à ce stade. Donc qu'est-ce qu'on pensait être le mieux parmi les 9 joueurs qu'on pensait être très très en forme pour aller jouer cet été. De quoi on avait besoin et de quoi on avait moins besoin. Pendant un moment, la question s'est posée entre une liste plutôt de hordes et une liste plutôt de gros robots. Et on a décidé de ne pas jouer les IK et les CK, qui étaient représentés par Hugo, donc Quintel, parmi les 9. Donc c'est Quintel qui tiendra le banc pour cet été. Et on a plutôt valorisé la liste que proposait Nico, qui est une liste de hordes. Et qui sont des choses qui nous ont plutôt réussi par le passé. C'est des choses qu'on sait plutôt bien jouer, qui sont assez peu présentes dans le continent américain ou sur le continent, enfin en tout cas dans les îles anglaises, parce que ils jouent dans des formats différents avec des décors différents. Alors je dis ça, ça veut pas dire qu'elles sont absentes, hein, notamment la liste que joue Nico, c'est une liste qui a déjà performé aux États-Unis, mais pour autant, c'est pas des choses qui sont très populaires. Voilà. Donc concrètement, nous avons dans les 8 joueurs Alban, donc LBS, son Altesse Sérénissime, qui sera Deathguard. On a Alex Salisia qui a atterri finalement sur le SMC après de longues hésitations avec l'Emperor Children, donc le SMC Bile. On a Petit Nico qui joue une liste assez disruptive en Astra, puisque c'est une liste de hordes avec beaucoup... Donc Recon, qui est un détachement qu'on a très peu vu en France. C'est les soldats de la jungle, là. On a Aretas qui joue une très belle liste Aspect Host, donc basée sur une trentaine de Swooping Hawk, des aigles voltigeurs en français. Nous avons également Tanker qui joue une liste full testo avec 80 berserk. Donc là aussi on est sur une singularité française. Ashord évidemment qui joue Necron. Qui est-ce que je suis en train d'oublier? Toi Moi qui joue il restait plus que moi qui joue une liste Space Wolf un petit peu différente des autres, c'est un peu la signature puisque je suis le seul à jouer en Gladius. Mais on va voir ça assez rapidement. Je vérifie que j'ai oublié aucun joueur parce que c'est quand même un peu ma spécialité. Castor, en tout cas, ça réagit. Red Slot, bien sûr, Red Slot qui joue Votan. Voilà. Red Slot qui joue Votan. Votan avec le détachement pour le coup que tout le monde joue là pour le coup. Oui, bien sûr.
Bon, déjà, tu fais réagir avec tes 80, avec avec le roster des 80 berserkers de Khorne en World Eater. Intéressant, donc pas de TS. Non, le TS d'ailleurs, ce que montreront les statistiques, c'est que ça n'a pas été vraiment pris. C'est très populaire dans les sites 2, 3. C'est très peu populaire dans le site 1, à exception faite des USA. C'est fort, mais ça s'essouffle. C'est plus le TS d'avant, c'est-à-dire que tu es revenu dans le royaume des mortels. Tu ne décides plus les choses sans jeter les dés. Tu as un aléa pour tes spells, tu as un aléa d'attrition. T'es plus en dev wound de toute la partie. Donc ça a des forces, mais on ne retrouve pas les forces d'avant, qui a un peu tendance à perturber les joueurs qui avaient l'habitude d'opérer ces codex-là. Et donc nous, je pense que pour le prendre, il faut avoir un pilote qui croit. Nos pilotes, c'était Alban, donc LBS et Alex Salisia. LBS était déjà bien occupé sur le DG. Et ça nous paraissait impossible de partir sans DG. Et Alex était pas très très enthousiasmé par le TS, ce que je comprends, parce que le nouveau TS correspond beaucoup moins à son jeu. Alors, Salisia, c'est pas un mec qui aime gérer de l'aléa, il aime prendre des décisions et voir les conséquences sur table immédiatement. d'accord, écoute, merci beaucoup pour la présentation, toi, du roster de l'équipe de France. J'en profite pour remercier StatCheck et le WTC qui nous ont permis justement d'utiliser cette agrégation des stats pour qu'on puisse tout de suite vous les présenter. Je ne sais pas si Olivier, tu es sur le live ou si tu es aussi juste sur le visuel que tu m'as partagé. Donc là, on est justement sur l'espèce de graphique qui montre la popularité des différentes armées. Alors, par montant, puisqu'en fait vous allez voir que la Death Guard, si vous voulez, je rappelle qu'il y aura 40 pays différents qui seront présents sur ces championnats du monde, la Death Guard est à 40. Ça veut dire que 100% des rosters jouent la Death Guard. Ensuite, je vous l'expliquais avant ce call avec Olivier, on va retrouver la notion de seed. Les seeds, ce sont les pools des équipes qui ont été classées par niveau, ou en tout cas par historique de classement sur les 3 à 5 dernières années sur les championnats du monde. La France, qui est championne du monde sous le capitaine l'année dernière de Zeka, auquel tu jouais d'ailleurs Olivier, en Black Templar, est bien évidemment seed 1. Là, on voit que donc l'armée la plus populaire, c'est la Death Guard, présente dans 40 rosters. Ensuite, on va avoir les Space Marines, présents sur 9 rosters du Seed 1, c'est-à-dire des pays qui sont justement, entre guillemets, favoris pour ces championnats du monde. Et ensuite, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a tout de suite Chaos Knight, Imperial Knight, alors que pour le coup, si on regarde, on est à 8 sur le Chaos Knight sur les 10 du premier seed, et 7 sur les 10 du premier seed, toujours pour l'Imperial Knight. Et la France ne le joue pas. Ouais. Et c'est énorme. En fait, en gros, c'est sans doute. Alors, je sais pas si ces championnats du monde vont se jouer là-dessus, tu vois ce que je veux dire, parce que bien évidemment, c'est plus fin que ça. Mais déjà, c'est la première fois où on a une fracture sur les 3 et 4e codex. Tu vois ce que je veux dire, de championnats du monde par rapport à la France. Alors, tout à fait. En fait, ça, c'est un choix de l'équipe. Hein. C'était assez clair que l'IK et le CK présentaient une puissance brute tout à fait désagréable, certainement undercosted, donc ça vont certainement se faire réaugmenter en points rapidement. Et donc c'était assez évident que les gens allaient venir avec IK, CK, les deux, et à minima le CK, parce que le CK est au-dessus de l'IK. Juste pour expliquer, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous, si tu veux, des compétiteurs ou même au sein de la compétition, il y a tellement de strates différentes, tu vois. Aujourd'hui, donc, on est sur 2 nouvelles armées qui sont sorties globalement mi-juin. Donc qui te permettent de jouer des gros robots ou des plus petits, qui ont une bonne valeur d'endurance, qui ont aussi justement un bon contrôle d'objectif, et qui, en raison de leur faible coût en points, te permet en fait de jouer 3-4 tours sur les objectifs centraux assez facilement, et donc d'emmagasiner un maximum de points. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus spécifiquement justement de pourquoi est-ce que ces armées sont fortes, que ça soit le CK ou l'IK? Alors, ces armées sont très fortes parce qu'elles ne jouent pas avec les mêmes règles que le reste du monde. Elles jouent avec la règle de towering et des valeurs de mobilité qui sont énormes. Donc concrètement, pour peu que vous jouiez sur une table avec des petites ruines au centre, eh bien, un simple mouvement d'un IK ou d'un CK vous permet de voir la totalité de la table. Donc c'est une liste de tirs dont vous ne pouvez pas vous cacher. Encore moins quand vous la mettez en défense 1 et que vous jouez sur les 2 tables qui sont très ouvertes. Et donc vous savez que vous ne pouvez pas tenir l'objectif de votre flanc fort sans vous faire bombarder la gueule
par un CK. Ok, Ce qui je les vais rend... juste encore une fois plus vulgariser. Tu as parlé de la règle towering. Il faut savoir que maintenant on utilise des zones de terrain qui sont des rectangles de zones d'éléments de terrain sur le champ de bataille. Et la règle towering dit qu'à partir du moment où tu as un doigt de pied dessus, tu vois à travers. Normalement, si tu as un doigt de pied et que ton socle n'est pas intégralement dedans, tu ne vois pas mais tu es visible. Là où là, cette règle donc de titanesque imposante fait que même quand toi tu as un doigt de pied dessus, tu vois. Donc c'est vrai que si par exemple tu sors de cette zone de déploiement et que tu mets un doigt de pied sur la ruine centrale, alors bah, justement tu vois en effet jusqu'à la zone de déploiement adverse. Ça, c'est le premier point. Alors, Ensuite, petit... quand tu parlais de première def, excuse-moi juste pour expliquer, je vois vas-y. Psyp. En gros aussi, quand tu parles de première def, je rappelle, on est donc sur du 8 contre 8. La première défense, c'est justement la première liste qui va être posée, auquel son adversaire, donc l'autre pays, va mettre 2 armées et va justement pouvoir choisir très vite sa table. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc du coup, quand on a des tables comme ça, un choix de table que l'on peut donner à un gros robot comme ça, il a une vision sur la totalité de la table. Vous ne pouvez pas vous cacher, donc vous devez subir sa puissance de feu toute la partie. J'en profite pour faire un gros coucou à Brian Sepp qui est avec nous, qui est un joueur américain et un ami, et qui bien sûr vient entendre notre vision de la méta. Donc faites-lui un accueil chaleureux. Il parle français ou il parle anglais? Il parle très peu français, il parle pas du tout français. Il vient de dire Olivier, type some subtitle mate. No subtitle for you, Brian. Et merci aussi à Wagam Spirit donc pour le raid de 159 personnes. Gros bisous à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre. En gros, hier à minuit, il y avait le rendu des listes pour les championnats du monde de Warhammer 40 000 et on a la chance d'avoir Olivier, donc Père Castor, le capitaine de cette équipe de France, avec qui on sera du 7 au 10 août en Autriche, donc pour pouvoir suivre nos bleus, qui nous fait une petite présentation donc de la vision des listes françaises versus le reste du monde. Et en fait là, on vous affiche donc par popularité le nombre d'armées. Il y aura donc 40 pays qui seront présentes, comme vous pouvez le voir, la Death Guard, et sur 40, donc présents dans tous les rosters, dans tous les pays. On était là en train de parler aussi donc du Chaos Knight et de l'Imperial Knight, qui sont donc des listes très polarisées avec des énormes robots, et donc ce sont les armées 3 et 4 les plus populaires, et la France a décidé de ne pas les jouer. Olivier nous expliquait Ouais. pourquoi c'est fort. Et alors Et justement... le CK, juste pour poursuivre, pourquoi le CK est au-delà de l'IK, c'est que, et d'ailleurs on le verra dans l'autre visuel que tu feras peut-être passer tout à l'heure, la totalité des CK ont fait le choix du détachement Infernal Lance. C'est un choix qui est assez compréhensible parce que dans ce détachement, on peut donner à n'importe quel gros robot touche soutenue ou touche fatale. Du coup, ça vous donne une agilité pour affronter les adversaires qui est énorme. Donc vous prenez par exemple des Death Spoilers double Gatling, c'est ce que les gens jouent le plus. Ben, si vous avez un véhicule à tuer, vous prenez touche létale, vous lui faites 12 blesses. Et si vous avez en face de vous de la masse, vous prenez soutenu. Et du coup, vous avez un équivalent touche à 2, donc vous faites 36 tirs touche à 2. Pour expliquer, d'ailleurs, c'est rigolo, Olivier, c'est la vidéo. On a sorti aujourd'hui un rapport de bataille qui montre ce détachement. Le hasard fait bien les choses. Donc, c'est un détachement qui va vous permettre sur chacune de vos figurines, gros IK, enfin gros robots et petits. C'est ça qui est intéressant, de faire un pacte avec le diable. Vous allez devoir faire un test de commandement. En général, il est à 6, donc vous avez largement plus d'une chance sur 2 de le réussir. Vous allez pouvoir choisir différents effets pendant tout le tour. En gros, il faut considérer qu'à la phase de co, vous allez maudire un de vos titanesques et vous allez choisir quand vous allez utiliser cette malédiction. Si vous l'utilisez à la phase de mouvement, c'est plus 3 pouces de move. Vous l'utilisez dès que vous êtes ciblé, c'est un invulnérable à 5 et un insensible à douleur à 6. Et si vous l'utilisez quand vous décidez de taper au tir ou au corps à corps, en effet, vous pouvez choisir soit la touche soutenue, soit la touche fatale. Et ce qui est très fort, c'est que vous allez déclarer ça à la phase de co, mais vous n'utiliserez les effets que quand vous le choisirez. Donc vous pouvez très bien faire plus 3 pouces de move pour aller chercher un champ de vision. Fin de phase, vous avez un stratagème qui vous permet de retenter une malédiction et donc d'aller chercher tous les bonus du jeu. Voilà, Olivier. Donc c'est vraiment très très fort et c'est très difficile d'aller déloger sur sa table. Alors nous, on avait la possibilité de jouer, évidemment, puisqu'on avait les pilotes pour jouer ça. Mais comme ça avait quand même l'air d'être très évident que les gens, que c'était fort et que les gens, du coup, mécaniquement, sur les choses évidentes, trop évidentes, on ne peut pas se permettre de venir sans solution aux choses évidentes. C'était à peu près clair que les gens allaient s'équiper. Donc, on a décidé de ne pas venir avec un clou à une convention de marteau, voilà, pour le dire un peu simplement. On a décidé de venir sans IK-CK, mais quand même d'avoir, nous, des solutions pour l'IK et le CK. Voilà. C'est le choix méta qu'on a fait et qui, on verra bien jusqu'où ça va, mais je trouve être assez satisfaisant là, puisqu'on voit qu'en face, il y a les deux.
IKCK dans 7 rosters sur 10 des seed 1. Il n'y a que les USA qui sont honnêtement notre principal Nemesis. opposant hein, cette année, qui sont certainement les plus en forme en face de nous. Il n'y a que eux qui n'ont pas amené d'IKCK, ou en tout cas ils ont amené un CK en allié DG. Donc on ne peut pas vraiment considérer ça comme un CK. Et les autres ont tous quasiment amené IK et CK. À part la Suède qui a juste amené un CK. Qui est la Suède qu'on peut quand même considérer comme étant le spécialiste des gros robots. Et donc eux ils ont considéré que ça ne servait à rien d'en amener 2 parce que c'était difficile d'en placer 2 dans un roster. Ok, on continue ensuite. Donc à la 5e place, on a la nouvelle armée des Thousand Sun, présent globalement sur 3/4 des rosters. Oui. Écoute, ça a une prime à la nouveauté, hein, c'est normal. Plus c'est nouveau, moins il y a de training en face, moins il y a d'entraînement, moins il y a de préparation. C'est aussi quelque chose qui joue bien. Il y a un certain nombre de choses qui sont pas au bon prix. Hein. Les biquettes sur disque, là, ça vaut 80 points les 6. C'est rapide, ça a de l'objectif contrôle, ça fait mal. C'est vraiment chiant comme la pluie. Magnus est toujours assez fort, donc pas étonné d'en voir. Après, si tu regardes bien, plus tu vas vers les... Enfin, en gros, la densité de Thousand Sun est plus importante dans les seeds bas que dans les seeds hauts. Ça ne veut pas forcément dire que les seeds hauts, on fait des meilleurs choix méta. Souvent, ça parle aussi sur le niveau des joueurs et le niveau d'entraînement des joueurs. Parce que plus tu vas dans les seeds bas, plus tu as des chances d'avoir des rosters qui sont incomplets en matière de joueurs complètement préparés, complètement dédiés à l'exercice. Et donc il y a des réflexes aussi de prends ton armée de confort, ce qui est logique, hein, plutôt que prends une armée extrêmement méta sur laquelle tu as switché 2 semaines avant le rendu, mais on sait que tu vas tryhard tes grands morts et avoir le niveau. C'est intéressant de préciser ce que tu dis par rapport aux différents seeds. Il y a des pays comme la France qui vont pour représenter le hobby, pour représenter le haut niveau de jeu, pour représenter plein de choses. Et c'est vrai que tu as aussi des pays qui sont juste là, typiquement dans la continuité des Jeux Olympiques et de l'esprit Coubertin, de représenter leur nation pour le modélisme et pas nécessairement avec couteau entre les dents pour pouvoir impérativement gagner. Mais complètement, enfin, je veux dire, dites-vous bien que dans le site 4, il y a des équipes qui pourraient se faire battre par une équipe de Ligue 3 française. Il y en a. Donc, il y a vous avez des pays qui sont aussi très petits, qui n'ont pas un pool de joueurs gigantesque, comme tu le dis, Julien, qui viennent essentiellement pour passer du temps avec les copains et boire des bières et kiffer l'instant. Ils ont les matrices à moitié faites, ils visent le prix du fair play, tu vois. Et ça, c'est top. Mais du coup, c'est normal qu'on retrouve pas la même méta. Yes, on enchaîne ensuite avec donc l'armée de Necron présent sur 24 des 40 rosters. Qu'est-ce que toi tu penses du Necron? Qu'est-ce que tu penses du Necron? Et deuxième question, est-ce que tu aurais pris un Necron si tu n'avais pas Ashord? Alors, fort heureusement, cette question ne se pose pas. Nous avons Ashord, qui est sans aucun doute le meilleur joueur Necron du monde. Donc, la question ne se pose pas. Le Necron, c'est pas mal pris dans les autres pays avec des warriors. Donc on sent bien que c'est quelque chose qui est là pour faire chier les mecs qui n'ont pas assez de balles, type l'Imperial Knight. Je dévoile pas de secret puisqu'on n'en a pas, donc ça me permettrait de dire très, très calmement que les Necrons guerriers des autres pays sont là pour essayer de niquer l'IK, peut-être le CK s'il n'a pas assez de balles aussi. C'est un peu moins sûr parce que le CK il peut avoir la capacité de spammer des Battle Shock tests grâce aux abominants. Et le Necron, une fois qu'il est battle choqué, il se relève nettement moins bien quand même. Hein. Donc voilà. Donc oui, le Necron, je suis pas étonné que certains pays l'aient pris comme une solution. Comme tu le vois par contre, c'est plus fréquent dans le site 2 et le site 4. C'est ça, 50% dans le site 1. Donc 50% des favoris ont décidé de prendre un Necron. Voilà. Et ce qui est surréaliste, ça permet de faire une super transition. Quand tu regardes justement un codex sans doute avec en termes d'exigence de géométrie, avec un skill cap très élevé, c'est l'Eldar. Et l'Eldar qui est derrière le Necron parce que lui n'est présent que sur un roster sur 2, il est présent par contre dans 70% des rosters favoris. Oui, c'est pas très étonnant parce que là aussi, en fait, l'Eldar il propose 2 possibilités. Si on montre l'autre visuel tout à l'heure, on le verra. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi le Warhost. Le Warhost permet de faire 2 allers-retours dans un véhicule, un avec
Un stratagème qui dit si vous êtes entièrement à 6, vous pouvez réembarquer dans un véhicule, et un autre qui dit si vous pouvez faire un fire and fade et rebouger après avoir tiré. Donc ça c'est Warhost, et ça vous permet en gros d'avoir deux troupes embarquées qui descendent, qui tirent, qui remontent. Et ça c'est le choix le plus populaire. Et c'est un choix qui dit concrètement je mets des dragons de feu dans un véhicule et je te bousille ton Nika si jamais il s'approche trop, donc il va falloir me respecter. Ou je te bousille les choses qui pushent moyennement, donc qui viennent sur le milieu de table et qui essayent de contester. Ça c'est ce qui est le plus populaire. L'autre c'est la version avec 30 Swooping Hawks, c'est celle qu'on joue. Celle que la Belgique joue, celle que Mashson joue. Je crois que c'est donc Mashson, c'est le capitaine polonais, c'est lui qui a joué ça pendant à peu près toute l'année. Donc c'est repris et amélioré, ou en tout cas mis à sa sauce par Liam et par Aretas. Mais il a joué ça pendant toute l'année, les 30 Hawks, avec beaucoup de succès. Il l'a repris là. Ben là aussi, pas de secret, hein, vous avez des Hawks qui sont létaux et Likis qui donnent critique à 5. Vous faites 40 tirs et vous êtes létal à 5. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Ça fait des blesses indépendamment de l'endurance, quoi. Avec potentiellement, c'est comme les guerriers Esper, relance D1 bien évidemment à la touche, à la blesse et toutes les synergies que propose, comme tu le dis, le détachement. Juste, excuse-moi, pour illustrer un petit peu ce que tu dis. Donc là, on est toujours en train de dépiler les armées pour les comprendre un petit peu. En autre écran, ce qu'on va avoir, et je vous l'affiche pas parce qu'honnêtement, je comprends que pour des personnes qui débarquent, ça soit pas très digeste, c'est ce document. Encore une fois, un grand merci à StatCheck et au WTC de nous avoir autorisé à montrer ça. Je rappelle, les listes sont en phase de vérification, elles ne seront pas publiées avant, je crois, une semaine. Mais en tout cas, on a déjà les stats pour pouvoir justement comprendre les choix de certains pays. Donc là, juste pour l'expliquer avant que tu puisses le commenter, on retrouve donc par bloc ici les différents seeds, c'est donc les pays les plus favoris, donc 10 par 10. Et derrière, vous avez ici, donc par armée, au niveau des colonnes, les différents détachements qui sont joués. Donc je vais osciller entre cette side-là. C'est là que c'est intéressant, c'est qu'on voit par exemple, donc si vous essayez de regarder que le premier quart, tu peux peut-être même zoomer là-dessus si tu y arrives, on observe que tout le monde a pris un Death Guard parmi les seeds 1. En revanche, l'essentiel des gens ont choisi Mortarion Hammer. Donc la valeur de Mortarion Hammer, c'est que vous pouvez choisir qui est affecté par la peste du Death Guard sans avoir à rentrer dans une aura. Donc vous en choisissez 2. La faiblesse, c'est que ça se choisit au début du Battle Round. Donc si vous êtes joueur 2, vous donnez toutes les indications à votre adversaire de qui est affecté, et donc il peut screen comme d'habitude avec les unités qui ne sont pas affectées, et screen à 9. Mais bon, l'intérêt de ça, c'est que du coup vous pouvez affecter les unités que vous voulez pour tirer dessus avec vos Blackburst Crawlers hors ligne de vue, et vous pouvez FEP à 6 avec vos Death Shroud là où vous le souhaitez, en théorie. Et donc c'est très populaire. Aussi parce que c'est très stable, hein, quand vous grattez votre adversaire sans ligne de vue toute la partie, ça c'est aussi générateur d'erreurs parce que ça impatiente l'adversaire, ça le gonfle. Vous pouvez tuer tout son petit chaff unit, donc toutes les petites unités qui sont satellites. Donc c'est très populaire. Nous on a fait un choix différent, on a fait le choix d'être en virulent. Je vois que l'Australie et l'Espagne ont fait le même choix. Je te propose juste de balayer tout ça et après on regardera le fichier qui est plus difficile à lire. Là on parle déjà de la popularité des différentes armées. En tout cas, on s'est arrêté donc aux Eldar, comme tu l'as dit, basé sur la saturation et ainsi de suite. On revient sur la League of Votann, là pour le coup, qui est présente dans moins de la moitié des rosters, mais dans plus de la moitié des rosters de Seed 1. Donc sans doute une lecture, on va dire, pertinente et qui montre aussi justement la différence de profondeur, tu vois ce que je veux dire, par rapport à l'analyse des différentes nations. Votann, je crois qu'il y a par contre, ça n'est joué que sur un seul détachement, qui est l'ancien. Oui, et puis les listes sont quasiment identiques. C'est très européen, Votann. Les Américains détestent ça, les Australiens n'aiment pas trop. À la base, c'était même essentiellement allemand, hein, donc Tim Schneider, on va pas faire le tour, hein, c'est lui qui a très fortement performé en Votann et a montré à tout le monde que c'était vraiment très fort. C'est la même liste depuis quasiment un an, et en fait c'est vraiment très fort et c'est vraiment très stable. Donc c'est fort. Pour information, sur les 16, il y en a 15 qui jouent le détachement Houseband et il n'y a que l'Angleterre, à voir, il faudra regarder quand la liste sera présente, qui joue le Houseband. Ah bah non, je suis con, c'est juste qu'il a écrit différemment. Ok, c'est moi qui suis... Enfin, c'est soit lui, soit nous qui sont cons.
Non, c'est lui qui l'a mal écrit. Par rapport au chat qui dit que les listes sont déjà présentes sur BCP, pardon. Donc je rappelle l'outil, c'est Best Coast Pairing, c'est l'outil qui va permettre d'administrer ces championnats du monde. En réalité, elles sont dispo, mais elles ne sont pas validées. Au niveau du planning, je le rappelle, c'était envoi des listes le 13 juillet. Ensuite, les listes sont vérifiées jusqu'au 21 et elles seront rendues publiques une fois validées le 22. On déroule. Ensuite, donc là on sort donc des Votan. On voit ensuite l'Astra disponible, enfin utilisé que dans 2 rosters sur les 10 du Seed 1 et que dans 15 sur les 40 nations. Donc question, pourquoi ce choix? Pareil, est-ce que c'est le joueur petit Nico ou est-ce que dans cette optique de ne pas jouer 10K CK, c'est une réponse? Bon, moi ce que je vois c'est que c'est surtout une réponse d'adepte, hein, parce que les 2 joueurs de Seed 1 qui jouent Astra, c'est Nassim Foucham, qui est un joueur, c'est un très grand vétéran de l'équipe d'Angleterre et un des tout meilleurs joueurs Astra du monde, et Nico, qui est joueur Astra champion du monde. Voilà, donc c'est quand même des gens qui pratiquent ce codex avec amour depuis longtemps. C'est pas du tout les mêmes choix. Nassim il fait du combined arm, donc il fait un Astra assez classique avec un peu de piéton, un peu de véhicule. Là, Nico, c'est un choix très fort méta qu'on a fait, qui est un swarm de Recon, donc de piétons Astra qui sont en 3+ de save, plus couvert. Et donc qui sont très chiants à tuer parce qu'ils sont tanky, c'est 20 body, ça revit, ça peut se cacher, ça peut move block, ça peut faire chier. Ça a une quantité d'objectif control absolument débile. Bon voilà. Donc il y a 3 petits mecs qui mettent un pied sur un objectif, ça fait 12 dossés. C'est un tout petit peu ridicule. Voilà. Donc là, je pense qu'on doit être les seuls. Ah non, il y en a un autre qui est en. Est-ce qu'il y en a un autre qui est en Recon? Je pense qu'on doit être les seuls. Alors en Seed 1, non. Et bouge pas en Recon. Non, il y en a qu'un. Ah, attends, il y en a un, c'est Northern Ireland. Northern Ireland, ils ont Recon aussi. Il devait être bourré. Ouais, ça c'est sûr. Il a essayé de copier sur le voisin, il s'est planté, tu vois. Ensuite, donc pareil, présence des tyrannides équivalente à celle de l'Astra, sauf qu'il y en a un seul qui a été pris au niveau donc du Seed 1. Et qui est Netherland. Ouais, ça c'est assez marrant parce qu'il est en Subterranean Assault, ok. Donc je rappelle, c'est le détachement qui est sorti début juin qui vous permet de charger, enfin d'arriver d'un tunnel à 6 pouces d'unité ennemie. Tout à fait. Alors, écoute, en tout cas, ce que je retiens, enfin, on est un peu surpris parce qu'on pensait que les USA en auraient un. Ils ont un joueur qui ne joue que ça, qui s'appelle Samuel Pope. Qui n'a pas fait un sidestep trop large, hein, puisqu'il a parti en Genesis Culte. Mais Eldar, Tyrannide, très, très peu présent. C'est pas franchement une surprise, parce que même si le détachement est cool à jouer, il a des grosses failles. Et surtout, il faut se demander, est-ce qu'on a envie d'envoyer des petites blattes à travers les tunnels ou des grosses blattes? Très vite, tu as envie de te dire, je vais mettre des grosses blattes. Mais si tu es dans une méta où les mecs s'équipent pour tuer des gros robots à vue à 4, tes grosses blattes sans invu et sans feel no pain, ça va disparaître très 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 vite. Voilà. Donc pas étonné de ne pas en voir beaucoup. D'accord, donc en fait c'est plutôt parce que comme vous saviez que l'IK LCK allait être joué, ce qu'il y a dans le vent, vent dans le dos on va dire chez les tyrannides, ce sont les monstres et comme tu allais t'équiper pour de façon similaire, c'est ça qui a induit ce choix. Ok. Je pense, oui. On voit ensuite quelque chose de très intéressant, c'est que derrière les tyrannides, c'est le culte Genestealer, présent dans 13 nations sur les 40. Il n'y a que 2 pays du Seed 1 qui les jouent. Par contre, c'est des pays qui peuvent faire peur parce que ce sont les États-Unis et la Pologne. Oui. Ils se sont pas trompés, eux. Hein. Eux, ils jouent des Genesis Culte. Angleterre, ouais. Angleterre et États-Unis, pire, limite. Alors, la Pologne a hésité longtemps, je sais, puisque Patrick Machson, qui est un très très grand joueur de Genesis Culte, qui est leur capitaine, a hésité longtemps entre l'Eldar et le Genesis Culte. Donc ça aurait pu être ça. Il se trouve que c'est beaucoup de body, hein. Vous avez 4 packs de 20. Donc il faut avoir les balles pour les tomber. En plus de ça, dès que vous en tuez un petit peu, ça revit. Si vous en tuez un petit peu, ça peut repartir dans les ombres. Ça peut revivre si vous les tuez entièrement aussi. Donc en fait, c'est une saloperie, on n'en voit jamais le bout. Et ça
Donc ça affronte assez bien les gros robots. D'autant que si on rentre dans le détail des listes, je suis assez certain qu'ils ont pris les personnages qui permettent de donner létal. Lethal Crit Et donc 5, quand sans vous doute êtes, aussi. Ouais. alors Crit 5 c'est un strat, Mm. donc du coup ils ont quasiment tous 3 packs qui sont létaux. Sustain parce qu'ils arrivent pardon, ils arrivent de FEPS, c'est leur règle. Et il y en a même un qui reroll hit, sustain létal, crit 5, bon, plus un bless également. Donc c'est des choses qui tuent très très bien les gros robots, qui les emmerdent aussi beaucoup parce que ça les move block, qui les auto-C comme on dit, donc qui arrivent aussi à les battre au jeu de l'objective control. Donc ça fait, à mon sens, ça fait partie des réactions à la présence et à l'anticipation de l'IK dans la méta, IK et CK. Nous, on n'est pas allé sur cette voie-là parce qu'il faut un pilote et que on n'avait pas de pilote parmi les 9 pour jouer. On n'a pas beaucoup de joueurs Chinese Silver Cult en France. Yes. Alors, sans doute la plus grosse surprise, entre guillemets, c'est la prochaine armée. C'est les Chaos Space Marine, donc les Space Marines du Chaos, présents que dans 12 rosters. Donc, en fait, c'est présent sur quasiment un roster sur 4 au global, mais c'est présent dans un roster sur 2 parmi les favoris. Donc, clairement, là, on est dans l'exemple typique d'une différence de lecture du jeu, de la méta et de ce qu'on pourrait appeler comme des contre-méta par les plus grosses nations. Oui, où on est aussi dans quelque chose qui relève de ce qu'on appelle le skill expression. Le Chaos Space Marine, c'est un codex extrêmement, je veux dire, rewarding, donc qui récompense vraiment le bon niveau de jeu sur table, la bonne macro et la bonne micro, parce que c'est beaucoup de corps à corps. Donc, je suis pas étonné qu'il y ait une surdensité de Chaos Space Marine parmi les meilleurs joueurs du monde et une sous-densité de Chaos Space Marine parmi les joueurs un peu moins bons. C'est pas du tout étonnant. Excuse-moi. Et on avait la même surdensité pour la Eldari. On est exactement dans le même cas d'espèce. Les codex oui, qui récompensent le skill sur table, ben, les meilleurs joueurs, ils ont envie de les utiliser. Ils ont envie de pouvoir créer la différence sur table. Et là, quand même, tu as tous les outils pour le faire. Hein. Tu as des packs de possédés qui peuvent être très chiants quand ils sont bien engagés. Tu as du bon tir que tu peux préserver. Alors on a un peu de tout. Pour le coup, là, c'est pas du tout homogène. On va avoir les États-Unis qui ont pris un culte avec des ACDC, donc des Hackers cultistes, cultistes. hackers cultistes. Ça, c'est pareil. On est dans un exercice qui, sans le moindre doute, a envie de casser les noix aux gros robots parce que ça va très vite, parce que ça les tabasse fort, parce que ça peut surge, parce que ça peut également aussi préserver les véhicules ou les unités un peu clés grâce à des stratagèmes de report de blessures, type les anciens stratagèmes feu, stratagèmes euh, euh, pardon, Slanesh. Euh, donc il y a celui-là, puis on va avoir la Pologne, je crois, qui est partie sur un vétéran de la longue guerre, qui est une liste beaucoup plus dans le contrôle, dans le react move, le fight first. Donc pas inintéressant. Nous, il y a deux bails qui sont des listes qui peuvent plus pousser, qu'elles ont une puissance brute plus importante grâce aux créations de bail en fait, hein, au bonus que vous obtenez, soit de corps à corps, soit de tir. Donc là, il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de tendance en SMC. C'est un codex extrêmement riche dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Le codex, on peut même jouer du pack bound, Zilot, ça fonctionne aussi très très bien. Euh, Tout est possible. On peut jouer du Raider, ça fonctionne aussi très très bien. Donc les joueurs Chaos Space Marine, vous avez beaucoup de chance parce que vous avez une méta extrêmement riche et vous pouvez vous amuser. Ça en est la démonstration. Les mecs partent Long War, Chaos Cultiste, Creation of Bile. Nous-mêmes, on a hésité avec Raider et avec Packbound. Donc, franchement, J'ai une question pour toi. amusez-vous. En tout cas, donc il n'y a que deux pays, donc Australie et France, qui ont choisi les créations de build. C'est quasiment que des bonus qui tournent vers le corps à corps. Est-ce que c'est parce que justement c'est votre style de jeu aussi, et donc est-ce qu'au sein du roster, votre SMC est dans un méta de corps à corps? Alors oui, notre liste SMC s'utilise de corps à corps avec 3 blobs, hein, un de Bile et 2 de Chaos Possessed, possédé. Euh, Après, en fait, je pense que ça dépend beaucoup du pilote. Là, c'est Salisia qui pilote, donc c'est un joueur qui est très agressif.
qui a la possibilité, enfin qui aime bien punir les erreurs. Donc on est sur des listes qui sont en capacité, si elles sont bien pilotées, de jamais trop se faire pousser et si jamais il y a une erreur, de la punir très fort. Quelque part, on est dans un... Enfin, vous l'avez remarqué dans cette nouvelle saison avec les Challenger Cards, organiser juste un push contre l'adversaire et puis après s'essouffler, ça n'a pas beaucoup de valeur parce que derrière, votre adversaire va piocher des Challenger Cards et puis va rattraper son retard. Donc, quand on voit ça, soit il faut faire des pushs où vous traversez la table, la suivante, et puis vous arrêtez aux chiottes, et là vous êtes sûr, vous avez mis un gros 20. Ou alors, vous privilégiez un maximum le jeu sur table, et vous essayez de faire un maximum de 12-8 au talent. Et avec ça, vous allez chercher la victoire. Donc ça fait partie des listes qui forcent un duel de skill sur table, comme le fait... le Gynécileur Culte, comme le fait l'Eldar. On a essayé, nous, un maximum de forcer le duel de skill. Aussi parce qu'on pense qu'on est capable de les gagner. Très bien. En tout cas, vous avez une étoile. Avec, oui, bien sûr. Alors, c'est pas suffisant parce qu'il y a en face de nous, il y a des gens qui sont des légendes. Hein. Si on regarde bien, on n'est pas les premiers en haut du tableau des seed 1, donc faut être modeste. Mais en tout cas, on a fait le choix de ne pas essayer de gagner nos games dès l'appariement en arrivant avec 6 gros robots, 3 Abominant, 3 des spoilers, en disant tiens, voilà, la game elle est décidée dès le pairing. Non. Ça, c'est pas ce qu'on a fait comme choix. Yes, juste pour illustrer encore une fois les pays du Seed 1, c'est en première place Pologne, États-Unis d'Amérique, Suède, Allemagne, France, Espagne, Angleterre, Allemagne, Autriche et Néerlande. On continue. Donc il y a des équipes, juste pour commenter 2 secondes, c'est que autant personne n'a jamais fait le back-to-back, c'est-à-dire gagner 2 fois d'affilée. Pologne, là, pour le coup, est en haut en ayant fait premier, deuxième, troisième sur les 3 dernières années. Et puis, ils ont plusieurs titres dans les années précédentes. Donc, on a une étoile, mais en face, il y a des légendes aussi. Complètement. Ensuite, on continue avec, cette fois-ci, les démons. Surpris de les voir aussi... En fait, surpris, entre guillemets, de les voir que 12 fois sur 40 rosters, mais... En tout cas, c'est 5 pays du Seed 4 qui les jouent. Sans doute aussi parce que collection facile, qu'ils ont peut-être un petit peu de retard, tu vois ce que je veux dire, sur le méta, puisque le démon a plus performé, on va dire, il y a 3 à 6 mois que ces 3 derniers mois. En fait, il y a une autre explication à tout ça, c'est que le démon améliore fortement le CK. Parce qu'il lui donne de l'infiltration, parce qu'il peut lui donner plein de choses différentes. Il peut lui donner soit des démonettes qui sont pas inintéressantes. Je rappelle, excuse-moi, que quand tu as comme mot-clé principal chaos, tu peux aller chercher 2 alliés, le Chaos Knight et les démons. Il y a des restrictions quand tu joues démons, tu ne peux pas jouer les gros personnages si tu n'as pas une ligne du même dieu en parallèle. Et tu peux jouer que jusqu'à 500 points. Et dans le jeu en équipe, comme tu ne peux pas jouer 2 fois la même faction, soit tu décides d'aller chercher un allié, soit tu peux jouer son armée. Voilà, c'était juste pour expliquer ce que tu étais en train de dire. Tu as bien raison d'expliquer. Et donc on a effectivement une faible présence du démon parce que bien souvent il est déjà pris dans le Chaos Knight. Le seul démon que vous voyez là en Seed 1, c'est le démon allemand, je crois, parce qu'ils ont décidé de mettre un Chaos Knight avec 6 gros. Donc quand vous mettez 6 gros bonhommes, vous n'avez plus la place pour du démon. Mais sinon, la plupart du temps, le démon vient avec le Chaos Knight. D'où sa faible popularité en stand-alone. Voilà. Tout simplement. Yes. Ensuite, très surpris, je ne sais pas ce que tu en penses, du World Eater. Je m'attendais vraiment à ce qu'on en ait plus. Il faut savoir que c'est une armée qui est arrivée il y a 4 ans, 5 ans dans le jeu. En fait, le codex vient d'arriver, le codex est fort. Le codex permettait, enfin l'index permettait, alors n'était pas très bien classé en termes de popularité, mais permettait quand même de faire des pushs qui étaient énormes. Et je suis très surpris quand tu vois le niveau de l'armée aujourd'hui, en tout cas ce qu'elle fait sur la scène internationale finalement, de n'être présent que 9 fois sur les 40. Oui, je suis assez surpris. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de Demonkin, parce que c'est quand même assez confortable de jouer avec ça. Vous pouvez remplacer une de vos pertes ou une des pertes adverses par 10 biquettes qui sont au C2. Ça vous permet de recevoir très bien l'adversaire. Ça vous permet aussi de pousser très fort. Je me permets d'exprimer une petite parenthèse dans ce que tu viens de dire. Je rappelle qu'il y a une fac qui est sortie il y a 2 jours.
et qu'elle n'est pas prise en compte. Notamment le fait que dans le détachement Con Demonkin, comme vient de le dire Olivier, à partir du moment où le sang a coulé sur la table, vous allez pouvoir faire popper un pack de 10 sanguinaires. Avant la fac et donc à ces championnats du monde, les sanguinaires pourront être placés à plus d'1 pouce d'unité ennemie. Là où depuis le patch, c'est 6 pouces. Donc c'est énorme quand même la différence. Même si en général c'est plus pour move block, mais enfin, comme tu vas les faire pop à la fin du tour adverse, ça veut aussi dire que tu peux avoir l'initiative des combats. Oui, mais bon, en tout cas, nous on joue 100, et du coup je m'attendais à en voir plus. Finalement, on en a beaucoup moins que je le pensais, et même les États-Unis, en la personne de Vanilla, ils ont choisi de partir comme nous en Warband. Contre pas du tout le même build, parce que lui, il joue en gron, il joue 2 packs de 10 Berserk, il joue pas mal d'unités qui peuvent advance charge. Voilà. Nous, on a choisi de partir avec 80 Berserk, donc 3 blobs de 20 qui sont lead, 2 par des cavaliers qui augmentent le mouvement de tout le monde et qui permettent de traverser les murs, et également de taper sur 3 pouces de portée d'engagement. Et un autre qui est lead par le sacre-saint. Comment il s'appelle le personnage de Warrior, aidez-moi. Le Lord merde. Karn, Ah. The Betrayer. Ok, donc un personnage sans écarisseur quoi. Okay. Oui. Et il y a deux poneys pour lead les autres et Karn pour lead le troisième. Voilà. Donc donc ça c'est un choix qu'on a fait parce qu'on a quand même pas mal d'expertise dans le jeu des hordes, dans le jeu du corps à corps. On sait que ça a tendance à perturber les adversaires. Donc on le fait. On est d'accord, excuse-moi, donc là tu parles de la liste donc World Eater, c'est piloté par Tanker comme joueur français, et c'est lui l'année dernière qui jouait la liste cultiste. Mais c'est lui qui a joué la liste cultiste qui a terrifié le monde entier, oui, tout à fait. Ok. Donc on est sur un joueur qui a l'habitude de jouer des hordes. Il jouait également une liste avec, je sais plus combien, 150 Jackal ou 200 Jackal au premier Atlanta. C'est un joueur horde, il aime bien. Ok. Ensuite, on passe à l'Adeptas Sororitas, les sœurs de bataille. Donc c'est en gros sœurs de bataille, pour expliquer un petit peu, c'est vraiment le genre d'armée qui fait du yo-yo, qui était plutôt bon en début, qui était mauvais en début de 10e édition, mais qui suite à 2 patchs s'est retrouvée très très forte. Quand je dis très très forte, c'est qu'il y avait un taux de victoire qui était très bon, mais qui faisait pas des grosses victoires. Là ensuite, elles ont été clairement boudées, en fait en gros parce qu'elles se sont essoufflées et que finalement elles passaient d'un 12 à 8 à 8 à 12, en gros par rapport à l'évolution de la méta. Et là moi très surpris de le voir dans 2 rosters du Seed 1. Eh ben il faut pas, parce que quand tu as Morven Van et les copines comme outil pour détruire des gros IK, tu as un outil absolument exceptionnel. En plus de ça, en Army of Face, tu peux être touche soutenue de mémoire, donc tu vas te retrouver à faire full reroll hit. Tu relances toutes les touches soutenues, et après tu blesses à +1, full relance. Tir et close. Donc, concrètement, tu pulvérises les IK si tu fais un bon rapid ingress au bon endroit, etc. Et puis, pareil, c'est pas facile de one-tap un pack de 10 sacro-sang qui va être -1 pour toucher, -1 pour blesser, 1 vue à 4. Finopène à 5 devient un petit peu anecdotique quand t'es dommage 2 sur une Gatling par exemple. Mais bon, voilà, et puis après tu vas revivre. Donc pareil, ça peut être chiant pour aller jouer dans l'IK et dans le CK. Je suis pas sûr que ça puisse jouer dans tous les CK, tous les CK et tous les IK, mais en tout cas, on est sur des choses qui s'en sortent, quoi. Qui s'en sortent pas trop mal et qui peuvent même étrangement, depuis les buffs de la dernière data slate, assez bien recevoir tout le monde. Hein. Quand tu essaies de pousser très fort dans une Sista qui sait ce qu'elle fait, elle te gifle en fait, et derrière, elle a pas trop la capacité de remonter fort, mais elle t'a giflé et elle fait converger le score vers 0, vers 10, quoi. Donc franchement, c'est pas mal du tout, hein, Sista en ce moment. Juste pour expliquer, donc on a encore là ce week-end, on a Jean-Loup qui a encore très bien performé à l'Open de Strasbourg en jouant Sista.
Il a joué Sista au top 8 et il est allé jusqu'en finale. Ouais, complètement. Ouais. Juste pour expliquer, le détachement, donc champion de la foi, c'est le détachement qui est, champion de la foi, c'est le détachement qui est sorti en décembre dernier. Donc c'est le Grotte-Masse qui au début était complètement boudé, qui vous permet tout simplement de faire passer vos sacro-saintes en ligne et donc au C2 et en gros de pouvoir choisir jusqu'à 3 unités au début de votre phase de commandement et ces unités vont bénéficier de certains bonus comme un bonus soit au mouvement, au commandement et aussi justement à chaque fois que vous allez utiliser un stratagème, il sera meilleur. Absolument. Tout à fait. Ensuite, on continue avec les Drukhari. Pareil, assez intéressant de voir qu'ils sont présents donc dans 7 sur les 40 rosters, mais 3 du Seed 1. Absolument. Et alors je précise que toi, tu es un ancien joueur Drukhari, en tout cas V8, V9. V8, V9, oui. Écoute, on est encore dans cette histoire de gestion de l'IK et du CK. On est pas forcément méta breaker avec le CK et l'IK, mais on est méta maker. La différence entre méta breaker et méta maker, c'est le méta breaker, ça va être l'Eldar début de V10. Il n'y a rien, il n'y a pas de solution, il vous pulvérise, vous dites merci, vous vous tirez. Méta maker, c'est trop fort pour ne pas être traité par des solutions. C'est très fort. On a des solutions pour le traiter, il faut s'organiser pour le traiter. Voilà, ça c'est MetaMaker. Et bien, vous le voyez, vous avez les Necrons qui s'équipent pour pouvoir résister à des rafales de tirs de 10K. Vous avez, on l'a dit, des GSC qui arrivent parce que pareil, c'est létal, ça a beaucoup de body, donc ça va rester sur table et faire chier. Et vous avez un Drukhari qui s'est souvenu qu'il avait des Haywire Blaster et qui se font des mortels dans les IK et les CK. Qui a aussi des Darklands qui n'étaient pas si fortes que ça avant, parce que Force 12, mais maintenant dans le IK et le CK ça fonctionne très bien. Donc le débat entre les Drukhari, c'est on met 3 packs de Scourge, est-ce qu'on en met 2 en Haywire et 1 en Darklands ou l'inverse? Donc il y a toutes les déclinaisons de ça. Et puis vous avez aussi des Haywire sur vos Talos, vous avez quand même pas mal de merde qui sont pas évidentes à tomber parce que moins un bless, parce que du Feel No Pain, parce que des sacs à PV, genre comme la cour de l'Archon ou les Beasts. Donc je suis pas du tout étonné. Et on est dans des choses qui sont venues chercher des solutions contre l'IK-CK. Alors intéressant, je rappelle que le détachement Reaper Wagger, c'est celui des paris de Camorag. C'est celui qui est pareil sorti à Noël, qui te permet de synergiser Drukhari et Harlequin. Et donc en fait avec une notion de pari, c'est-à-dire le dernier qui a fait un frag, enfin qui a détruit une unité, va donner une relance D1 aux copains. Et, donc avec une façon un peu tryharder de le tweak, hein, parce que tu joues pas d'Harlequin. Et donc tu es systématiquement en pari qui te donne la reroll des 1 pour tes Drukhari. Et tu es juste content de jouer le kit de stratagème qui est fort. Exactement, voilà, qui permet d'avoir de la touche soutenue et ainsi de suite. Contourner le game design. Exactement, exactement, ouais. Donc en tout cas, voilà, ça veut dire qu'ils sont en 3+ relance D1 sur quasiment tout pour toucher. Et qu'on le rappelle, ça ne les dit, ils ont toujours la puissance par le pouvoir, enfin ils ont toujours en tout cas les tokens de souffrance qui leur permet, si c'est appliqué en phase de tir, de faire full relance des touches. Absolument, ce qui est nécessaire parce que les Scourge touchent sur du 4. Donc je vois que tout le monde n'a pas, entendu quand on a expliqué pourquoi pas d'IK-CK, mais c'est le moment peut-être de le rappeler et de dire pourquoi nous on est assez content quelque part de notre choix. Excuse-moi, je te poserai ces questions dans 3 minutes, on finit juste les armées. Okay. Je te repose, ça fait partie des questions que j'ai pour toi. En gros, là on va juste terminer. Ensuite, pour le coup, c'est un petit peu la débandade au niveau des Emperor Children. Je rappelle, l'armée est sortie il y a 3 mois et demi. Elle a commencé avec des stats qui étaient hallucinantes en termes de taux de victoire. Et il y a quasiment pas eu de nerf, il y a juste eu globalement 10% d'augmentation de coûts en points sur les listes d'armées, principalement accentuées autour justement des princes démons volants. Et une augmentation de 8% si je dis pas de bêtises sur les Noise Marines. Mais faut croire que ça a suffi en tout cas à dissuader beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que ça pushait plus suffisamment, ça tankait plus assez sur les primaires en early? Je crois pas que ça ait suffi parce que honnêtement quand tu perds 80 points, t'as pas changé ton gameplay. Par contre le reste de la méta lui change. Quand tu mets, tu vois, tu as 100% des gens qui arrivent en Death Guard avec des tirs sans ligne de vue de racistes. Bon l'Emperor Children, il va se faire tirer dessus quand il est à pied dans ses staging points, il déteste ça. Après, tu as un IK et un CK qui sont tous endus supérieurs à 8. Bon, les endus supérieurs à 8 pour un
pour un Emperor Children, c'est un peu cata. Alors, on peut essayer d'adapter la liste pour te redonner un peu d'ingénierie de jeu face à l'IKCK. Donc c'est ce qu'a essayé de faire John Lennon. Il continue de jouer Emperor Children. Il a rentré des Mauler Fiends pour pouvoir taper Force 14 dans des gros bestiaux. Donc il s'est quand même Je suis en train de lui peindre, Olivier. Je suis en train de lui peindre lui aussi. Non, j'ai ah bah, nickel. Voilà. Sublime. Donc, voilà. Et donc, en fait, la souffrance de l'Emperor Children, elle n'est pas sur, son nerf, elle est sur le reste de la méta qui a évolué. On rentre 2 gros robots, on rentre les Death Guard. Les Marines ne sont plus tous des Blood Angels que tu peux martyriser. Ça devient nettement moins clair. Le Thousand Sun, ça sera pas clair non plus parce qu'il te met 2 pichenettes, Doombolt, ton prince il dégage. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont rentrées dans la méta qui le rendent pas jouasse. Voilà, tout simplement. Yes, juste pour expliquer aussi, il ne joue qu'un seul détachement. Toutes les listes ne jouent qu'un seul détachement, c'est celui de la coterie, celui où, je rappelle, on fait un pari avec Slaanesh sur le nombre d'unités qu'on doit détruire par round de bataille. Et globalement, à partir du moment où on en a pété une, on est sur une relance D1, 3 relance D1 à la blessure et à la touche. Ensuite, on passe en touche soutenue ou touche fatale. Et ensuite, on passe sur du crit 5 à partir du moment où on en détruit 7. Et donc, ça n'est présent SID 1 que pour les USA, comme tu viens de le dire. Oui. Ensuite, intéressant, Orc aussi, qui sont plutôt boudés sur cette fin d'édition, puisqu'ils ne sont présents que sur 5 rosters, et que 1 en seed 1, yes, avec le culte de la vitesse pour l'Espagne. Ouais. L'Angleterre, non? Non, l'Espagne, tu as raison. Bon, il faut savoir que l'Espagne, cette année, ce n'est pas la team qui a fait 2e l'année dernière qui vient. La team A espagnole a décidé de boycotter le WTC. Et donc c'est une team d'autres joueurs qui se déplacent, qui sont, on me dit, des joueurs très sérieux, mais pas les joueurs qui étaient là l'année dernière, les joueurs de la team équipe d'Espagne. Donc pareil, je ne me rends pas bien compte dans quel état d'esprit ils viennent. Est-ce qu'ils viennent dans un état d'esprit pur plaisir et on joue tous ce qu'on aime jouer et on vient et on leur troll un peu la gueule et si on peut faire des résultats c'est cool. En tout cas, Orc Cult of Speed, j'étais pas prêt, voilà, je vous le dis. J'étais pas prêt. Yes, par rapport à l'Orc, c'est intéressant. Je rappelle qu'au détachement, encore une fois, en décembre, on a eu un détachement de Mordaka qui était très 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 fort, qui a été nerf. Oui. Est-ce que ça veut dire que le codex se limite à ça? Est-ce que c'est un problème plutôt de problème pour aller chasser du gros? Est-ce que c'est un problème du fait que justement aujourd'hui la méta est tellement violente que quand t'es en Marcel, t'as pas une armure suffisamment grosse pour tanker? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait que... le codex est super complet. Il y a eu une surréaction de la part de Game Workshop, on en avait parlé de la dernière Data Slate, qui a pas seulement corrigé Daka, mais qui a aussi corrigé des choses où on n'a pas compris. Augmentation des trucks, augmentation des boys par 20. Donc ils ont quand même ramassé un peu sur le coin du groin, un peu fortement, et je trouve à certains égards un peu injustement. Le problème principal là qui fait qu'ils sont très absents, c'est la méta. Si tu as des solutions pour aller taper des gros, tu en as en orc, il n'y a aucun doute. Mais très vite, tu t'équipes pour les tuer eux, et si tu les as pas opérés, bah, ton armée elle devient un peu naze. En plus de ça, il faut quand même être en capacité de progresser vers un IK ou un CK, c'est quand même ça la difficulté que nous propose le WTC, en tout cas le format de jeu WTC, c'est que faut être en capacité. Si tu dis je promets que je pète les gros, bah, il faut terminer ta phrase en disant je promets que je pète les gros sur leur table. Parce que sinon, t'as pas fait ton taf jusqu'au bout. Et si sur leur table, parce qu'ils se mettent en défense 1, bah, ils te pulvérisent parce qu'ils voient tout, bon, bah, en fait, t'avais vraiment fait l'exercice qu'à moitié, quoi. Je rappelle, donc, encore une fois, ça veut dire qu'il les pose en première défense. Ça veut dire que le capitaine en face va pouvoir proposer 2 listes, mais quoi qu'il arrive, l'IK ou le CK sera sûr de jouer sur sa table. Absolument. Donc aujourd'hui, l'Orc, c'est une armée qui soit tirait très bien en Mordaka ou en Tactical, donc le Grotmus, soit était une armée de corps à corps qui n'avait pas envie de se taper. Donc c'est une armée de corps à corps qui avait envie d'aller brutaliser les armées de tir. Et j'observe qu'il n'y a plus beaucoup d'armées pure tir. Donc c'est vraiment plutôt un sujet méta qui fait qu'ils sont absents. Ce qu'ils savent bien faire n'est plus présent. Enfin, leur cible n'est plus très présente dans la méta. D'accord.
On va accélérer, excuse-moi. J'ai juste surtout des questions pour toi. Très surpris de voir que le taux n'est pas plus joué que ça quand tu vois le dernier buff qu'il a eu par rapport, en tout cas, au nouveau mécanisme de ciblage. Est-ce que tu penses que c'est parce que le corps à corps, en tout cas la projection des armées aujourd'hui par rapport au patron de table, donc c'est quelque chose de très saisonnier, on va dire ça comme ça, encourage plus le corps à corps. Et quand tu tires, bah finalement, non, vas-y, c'est quoi la réponse? Parce qu'en fait, j'allais dire, le taux, de toute façon, lui, sait arriver et pulvériser un gros. Oui et non. Alors, le taux a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que d'abord, c'est une armée plutôt de niche à haut niveau. Même si ça peut être assez joué à niveau euh, amical, à haut niveau, pour arriver à tirer la quintessence d'un codex qui ne joue qu'une seule phase, il faut vraiment être un petit génie de la macro d'attrition, quand même, faut le dire. Donc c'est rarissime d'avoir des très bons joueurs taux. Deuxièmement, c'est un codex qui joue très mal cette version, on l'a déjà dit plusieurs fois. Tu peux le buffer autant que tu veux. Le problème est dans le game design. Quand toute la version inscrit son power creep, donc c'est-à-dire sa progression et son évolution dans la puissance des règles, dans tout ce qui est joué pendant le tour adverse, donc mouvement réactif, agent solitaire, contre-shoot, etc., etc. Et ben toi, si tu joues une seule phase, tu n'as aucun moyen de contourner. Tu peux pas jouer autour de ça. Tu vas le prendre plein buffet, et c'est sûr. Donc ça, c'est un deuxième problème. Ça joue très mal la version, et ça a l'air d'être structurel, donc malgré le buff. Bon. Et troisièmement, c'est pas clair que ça joue bien dans l'IK, parce que le problème, c'est que l'IK risque d'avoir l'initiative du tir. Comme il va traverser des murs et dire coucou, je tire à 36, j'ai bougé de 13, pour par exemple un Infernal Lance. Bah, et j'ai touché je sais pas, une ruine, donc je vois toute ta zone de déploiement, donc c'est pas la peine de te cacher avec tes Hammer End. Bon, bah, il va te mettre une alpha, et après il faudra jouer avec ce qui te reste. Je prends l'exemple Et ça, de c'est quelque chose Skark qui est désagréable. qui avait marqué tout le monde en 2023. D'ailleurs, il avait même souillé, il avait souillé Poète. notre tyrannie, le poète. Il n'y a, y a aucune liste, il n'y a aucun pays qui t'a surpris en jouant le taux. Parce que là, je vois, le seul, il est seed 3 ou seed 4. Donc en fait, il n'y a personne qui a vraiment essayé de surprendre. Je pense à la Pologne, Non, par exemple, tu vois. non, parce que éventuellement, en fait, si tu veux, aujourd'hui, les armes du taux, c'est les armes contre des gunlines. Et des gunlines qui ne bougent pas. Parce que, en fait, les stealths et les ghost kills sont très fortes. Mais les ghost kills, aujourd'hui, les gunlines, c'est des gunlines d'Imperial Knight. Donc, elles bougent de 13, elles viennent te péter la gueule et elles viennent chercher les 12 pas. Donc, si tu joues face à une gunline immobile, bah, ta ghost kill, elle a une valeur de dingue. Parce que bah, elle est au C3, elle va blunt 2 dommages, blank 2 dommages, pardon. Elle est save à 2 et elle reste sur l'objectif, elle est agent solitaire. Si tu joues face à un Nika qui dit bah, t'inquiète même pas, moi je bouge de 13, je te charge, Limite je un te tire tremplin, dessus. bien sûr. Limite un tremplin. Exactement. Donc bah, là où elle est forte, bah, c'est pas très présent dans la méta. Et comme j'ai dit, c'est rare que tu aies un joueur qui soit en mesure de. Enfin, à haut niveau, le mec qui dit ben moi je lève la main, je voudrais jouer une liste qui tire, qui fait toute son attrition et tout son jeu sur une phase. Alors qu'en face, il peut y avoir des 4+1 vues. C'est-à-dire, si le taux avait la possibilité de fiabiliser son attrition sur la phase en disant ben moi je passe au travers des invus et on se revoit au tas de sable, ça serait différent. Mais là, un Nika, il paye un PC, il a une invue à 4. Donc il te gamble ta gueule sur toute la phase et tu rentres chez toi. Le CK aussi dans ce détachement en plus. Dans le détachement que tout le monde joue, Absolument. il l'a aussi. La orientation des Absolument. boucliers unique. Les Ouais. deux. Tout à fait. Surpris pour les Custodes, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que, pareil, le Custodes, on en a entendu parler après le détachement de Noël qui était excessivement fort, ils n'ont pas été impactés par la dernière data slate au niveau du coup en points. Pourquoi est-ce qu'ils sont autant que ça boudés? Après, encore une fois, je ne l'ai pas assez dit ce soir, on parle de listes d'armées qui sont présentes en 8 contre 8, où une armée ne peut pas être présente deux fois. Donc le 8 contre 8 change beaucoup. C'est-à-dire que sans doute que le custo est très bon en solo, mais en équipe, il va justement avoir des faiblesses. Enfin, faut vraiment, ne soyez pas peinés si jamais votre armée est plutôt justement dans la partie droite de ce classement. C'est vraiment pas représentatif de l'échelle. C'est parfois c'est pas représentatif de l'échelle de représentatif de puissance, la mais méta solo. voilà, c'est ça, ça n'a Voilà. rien à voir. Donc, excuse-moi, pourquoi le. Enfin, moi, je suis surpris. Quand tu le vois en solo, le Custodes aujourd'hui, il est quand même respectable. Là, il est complètement boudé. Bah, c'est encore une fois, j'ai fait un point tout à l'heure sur la différence entre Meta Breaker et Meta Maker. L'IK et LCK sont Meta Maker, donc ils vont
d'idées, ou en tout cas ils vont dicter ce qui est présent pour essayer de les gérer. Ils vont aussi dicter ce qui est absent parce que incapacité totale de gérer ces gros robots. Et le custo, c'est le cas. C'est-à-dire que lui, pour le coup, il va pas savoir gérer l'IKCK si jamais il tombe dessus. Il va très mal gérer ceux qui gèrent l'IKCK. Donc les cibles, enfin les chasseurs d'IKCK vont lui péter la gueule. L'IKCK vont lui péter la gueule. Bon, ça fait beaucoup. Quand tu te fais bully tout le temps, t'arrêtes. Ouais, mais tu pourrais Donc très c'est bien vraiment une dire question de metamaker. tu pourrais très bien dire qu'au contraire, les stats entre guillemets de tanking et de craquage sont quasi les mêmes entre une infanterie à 40 points et un monstre à 300. Il a juste plus de vecteurs de craquage avec la 4+, le custo. Ou est-ce qu'au contraire, la méta est tellement violente que tu vas tellement lisser la 4+, que quoi qu'il arrive, ça va se coucher? Non, en fait, comme tu le dis, en fait, c'est une question de ce qu'on appelle en jeu vidéo le gap closing, donc la capacité à, à limiter la distance entre ta cible et toi, surtout quand tu joues du corps à corps. Et ben, le custo, il a une capacité de gap closing faible, parce qu'au mieux, il advance charge avec une unité qui bouge de 6, qui est avec un blade champion, et il advance charge une fois. Donc en fait, l'IK ou le CK, il va monitorer sa distance à l'adversaire sans grande difficulté, il va te kite, et il va te pulvériser. Donc en fait, on va le dire simplement, face à l'IK et le CK, notamment le CK, c'est pas la peine d'essayer de jouer à Matamer. Matamer ne marche pas. Tu ne peux pas tanker l'attrition de cette débilité. Ça fait trop d'attrition. Donc, la seule façon de gagner face à l'IK et le CK, c'est de jouer à Warhammer. Donc à Warhammer, il y a des murs, il y a des rapid ingress, il y a des FEP, voilà. Donc, mais Matamer, ça marche pas. Ok, eh bien, écoute, juste pour clôturer, même question que toi pour l'Adeptus Mechanicus, si ce n'est qu'en Adeptus Mechanicus, on a quand même dans le monde des gros clients. Est-ce que justement tu peux nous dire qui va jouer Adeptus Mechanicus, notamment au niveau du Seed 1, puisque bah, c'est je pense là où ça va être le plus intéressant. Alors on a un seul qui joue Adeptus Mechanicus, qui l'a joué toute sa saison, c'est Golonka, qui a mis des Q toute la saison avec son Rat Zone, qu'il a fait un petit peu évoluer en faisant rentrer un deuxième pack de Breacher, probablement pour l'affûter un petit peu pour aller taper de l'IK et du CK. Je suis pas étonné de le revoir jouer ça. Pareil, on a un problème là sa faible occurrence, c'est très simple. C'est une armée qui est très difficile à collectionner, qui est très chère à collectionner, qui est très difficile à ranger parce qu'elle est très cassante. Donc c'est une armée extrêmement exigeante sur le plan du hobby. C'est une armée aussi extrêmement exigeante sur le plan du jeu. Parce que bah, tu n'as rien qui a de la puissance brute immédiate, compréhensible. Et donc il faut que toutes tes unités s'organisent dans un balai de guerre qui permettent une synergie optimale. Et ça, tu ne l'as que à très haut niveau. Donc Ziegler a d'ailleurs arrêté de jouer ça. Il joue donc Richard Ziegler qui sera au WTC en tant que commentateur a priori. Il joue Necron en ce moment. Mais bon, aujourd'hui, c'est Golonka l'alpha admec quoi, hein, mondial. Hein. Il n'y a aucun doute. Il y a Ziegler qu'on avait pu jouer contre toi, en plus à Atlanta, avec sa liste. Oui, oui, j'ai bien souvenir. Tu avais échoué, non? Et j'avais lamentablement échoué. Échoué, ouais. en échec. Le scénario avait quand même pas mal échoué pour moi aussi, mais non, tu avais échoué. On va retenir que ça. D'ailleurs, oui, parlons vrai. Est-ce que c'était pas un échec personnel d'ailleurs Si, c'était un échec personnel, tout à fait. Absolument. Bon, en tout cas, on a fait le tour là donc de tout. On va pas parler du GK parce qu'on sait que ça arrive assez vite. Imperial Agent, pareil, hein, c'est pas présent du tout, mais c'est parce que le game design aujourd'hui est plus destiné à les prendre en alliés et ou en tout cas en narratif. Je reviens juste parce qu'on avait commencé à le faire, donc finalement à peu près à 50% du tableau, sur nos choix. Donc là, on vient de voir la présentation des différentes armées par rapport à leur popularité. On va faire le même exercice pour les favoris, mais déjà par rapport au détachement. Tu vois ce que je veux dire? On va revenir sur déjà ta liste, c'est-à-dire toi, tu es le seul du Seed 1 à jouer Gladius. Quand tu vois justement que ce sont quasiment tous des Space Wolf et qui jouent tous justement du Beastslayer ou du Stormlance ou du Liberator. Stormlance, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu es le seul Gladius. Pourquoi ce choix? Moi, j'ai fait plusieurs passages. Je suis passé par Beastslayer, j'ai fait pas mal de... Alors, jamais trop par Stormlance parce que je suis pas un adepte des mecs qui regardent dans le passé et je trouve que
Ces loups sont pas inutiles du tout, hein, parce que en gros, quand jouer en Storm Lance, ça permet de donner aux loups -1 pour être touché, -1 pour être blessé. Mais je pense qu'ils sont beaucoup moins bons qu'avant parce qu'ils ne peuvent plus faire de surge move qui était possible grâce au Wolfguard Battle Leader qui était l'espèce de lieutenant qui les dirigeait. Pourquoi Gladius? Parce que finalement, Gladius, ça permet de polariser un petit peu la liste, d'améliorer les match-ups, donc de la rendre un peu moins vanille. Quand en face il y a de la grosse save, tu peux avoir des prédateurs qui sont PA4 in your cover. Donc du coup, le mec qui a pas d'invue, il fait dans son froc. Excuse-moi, rappeler pour les débutants, la Gladius c'est celle de l'index, donc c'est celle quasiment jour 1 de la 10e édition qui vous permet de rejouer avec ce qu'on appelle les doctrines tactiques. Donc c'est aussi un des détachements qui était assez charismatique déjà par rapport à son lore parce qu'il correspond au codex qu'avait écrit Monsieur Robot de Gulliman, et aussi que c'est sans doute celui qui te permet le plus de latitude de jeu puisque des doctrines avec potentiellement des engagements tir, advance charge et dépendamment de la doctrine active, des stratagèmes boostés comme tu viens de le dire, notamment plus un PA ignore couvert. Absolument. Donc tu as déjà cette étape-là. Tu as la possibilité de garder dans tes mains un maximum de choix et d'en laisser le minimum à l'adversaire. C'est-à-dire que le Beastslayer, il te propose beaucoup plus de puissance brute puisqu'il te donne l'étal de base à ton armée, ce qui est plus fort pour le corps à corps, parce que le corps à corps en général a une force faible. En revanche, tu n'as pas de fallback charge, tu n'as pas non plus d'advance charge. Donc là, tu as fallback tir charge et advance tir charge. Et ça donne quand même ce que les Américains et les Anglais appellent de l'agency. Donc ça te donne, pour Brian Sepp qui est sur le live, ça te permet d'avoir plus de choix entre tes mains. Donc ton pack de 10 Terminator, que je suis le seul à jouer je crois. Bon avant on pouvait te tenter de venir te le bump pour l'éteindre pendant un tour. Bon là il va fallback charge, donc bravo, hein, viens prendre des gadins gratuits, c'est bon. Tu pouvais te tenter de le space, donc de générer un espace autour de lui pour limiter sa capacité à agresser après sa FEP. Bon maintenant tu peux advance charge. Donc c'est un choix qui a été fait avec l'équipe de polariser un peu plus cette liste. Du coup elle a des moins bons match-up, elle a aussi des meilleurs match-up. Très rapido, encore une fois, le but c'est pas de la présenter complètement, mais t'as quoi dedans que les gens comprennent un petit peu ce vers quoi tu l'orientais. Toi et moi, comme c'est moi pour le coup c'est moi ton peintre sur Starmay, j'ai vu les évolutions des builds, que t'as pu faire, et au fur et à mesure des builds, tu rajoutais de plus en plus d'anti-shard, puisqu'on sentait depuis globalement un mois et demi que vous sentiez, en tout cas que tu sentais, qu'il fallait justement s'armer contre IKCK. Absolument. Donc dans la liste, je joue 3 Predators avec le combo Iron Priest. Donc on joue dans la version où il est encore très fort et il donnera tir rapide à tout le monde et pas à une arme. Donc il passe de très fort à très nul. Hein, voilà, donc bravo. Bravo Game Workshop. Bien équilibré le rééquilibrage. Mais bon voilà. Une figurine à 42 € quand même. Bah oui, c'est ça. Putain. Ça fait quand même un peu mal au porte-monnaie. Bon, donc 3 Predators, 3 Iron Priest, 2 Ballistus qui sont aussi des tirs de qualité, très autonomes parce que indépendants du House of Moment, puisqu'ils rerollent les touches sur les cibles qui sont au-dessus de la mi-vie. Et qui, comme ils ont des tirs de bonne qualité, aussi bénéficient, une fois que les Predators sont morts ou avant, quand j'ai envie de les engager, bénéficient bien de la bénédiction de l'Iron Priest. Tu passes à 3 tirs de la scan et 3 tirs de missile. Bon, c'est rigolo. Voilà. Ça, c'est pour la partie tir. La partie corps à corps, tenue de table, il y a un gros pack de 10 thermies Wolfguard Battle Leader qui sont dirigés par Arjak, qui leur donne Fight on Death sur du 4+. Et il y a un gros pack de 20 Bloodclaw avec Ragnar, qui advance charge nativement. Ragnar leur donne reroll des bless. Donc là aussi, ça veut dire que concrètement, avant, je pouvais donner plus un bless en Beastlayer. Maintenant, je peux donner plus un bless, plus un PA si je suis dans la bonne doctrine. Donc, vous faites 80 attaques, force 4, roll bless, PA -2, pardon. Pareil, ça ventile pas mal de mecs. Et après, il y a tout ce qui permet de jouer au jeu. Donc, il y a 5 intercessors pour l'objectif sticky. Un lieutenant Lonop qui permet de tenir la table. 5 incursors qui permettent de donner un +1 hit le cas échéant à la fine équipe.
Donc voilà ce que c'est cette liste. C'est une C'est liste vraiment rigolo. Encore une fois, on va pas rentrer dans le détail de où est-ce que tu vas te placer. Tu vois ce que je veux dire par rapport à quelle bien armée sûr. et ainsi de suite. Le fait est que c'est super intéressant. Tu ne joues plus de loup, tu ne joues plus de scout. Tu joues à un plaque d'un cursor qui va te permettre quand même de contrer si jamais, je sais pas, il y a un souci de l'appariement et que tu te retrouves avec du scout en face de toi. Oui, ou même en fait, il va permettre, et j'ai besoin quoi qu'il arrive de cette tenue de table, et surtout il va me permettre de mettre un +1 pour toucher à mon tir, donc rendre mon tir indépendant du serment de l'instant, le tour où j'ai envie de faire tir plus corps à corps. Et c'est un peu le propre de la Gladius, c'est que tu peux très bien te mettre en doctrine dévastator et pouvoir advance tir avec tout le monde, donc tu as envie de fiabiliser ton tir. Mais dans le même temps, tu as fait un push avec une unité de corps à corps à qui tu as donné adaptative stratégie, donc tu lui as donné, elle, advance charge. Et donc, bah, tu as attaqué avec ton tir qui est advance tir et ton corps à corps qui est advance charge. Et bah, il n'y aura qu'un seul serment de l'instant puisque tu joues par reboot. Donc, il faut trouver un moyen de fiabiliser. Et c'est structurant parce que si déjà toucher à 3 ou toucher à 2, c'est pas pareil. Mais surtout, si tu touches à 3, ton adversaire il smoke et tu touches à 4. Bon, quand tu touches à 4, autant se frotter les noix avec des orties. Je veux dire, tu peux pas faire un plan sur ça. Ah Voilà. bah avec cette image, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Et je pense même que les gens qui jouent pas à Warhammer ont compris. Eh ben écoute, on essaie de vulgariser au maximum. Voilà. Et le contrat est rempli. Voilà. Très rapido aussi, excuse-moi, t'as commencé à en parler tout à l'heure. Donc là pour le Marine, c'est parce que c'était vraiment ton sujet. Pour la Death Guard, est-ce que tu peux nous réexpliquer la différence entre les Hammer, enfin les Mortarion Hammer et les Virulent Vectorium, et pourquoi ce choix en fait en France? Ok, alors Mortarion Hammer, c'est un choix qui est sur lequel il y a moins de skill expression, de mon point de vue. Donc de capacité à faire la différence sur table, parce que bah, tu tues l'adversaire sans interaction, puisque tu tires sans ligne de vue, et tu débuffes l'adversaire sans interaction non plus, parce que tu n'as pas besoin des auras. Donc tu es en maîtrise, et tu es sur quelque chose qui a prévu de te tuer petit à petit, de te forcer à avancer vers lui, et essayer de te flip tranquillement à partir du tour 3 ou 4. Donc on est sur quelque chose qui est un peu plus scripté que notre choix à nous, Virulent, tout est en index. Tu sticks les objets quand tu les tiens. Tu ne joues pas de Plague Burst Crawler, donc tu ne joues pas de tir sans ligne de vue. Par contre, tu joues un gros pack de Plague Marine qui sont un petit peu dommage infini. Tu joues un gros Prince Démon qui a la saveur clairement de Mortarion parce qu'il est save à 2 en du 12, Feel No Pain à 5, moins 1 dommage. Et donc tu as la capacité de générer du jeu différemment. Tu peux pas, toi, afflict les unités adverses juste en les choisissant. Tu es obligé d'aller en aura. Mais du coup, tu joues des pox pour pouvoir aller mettre des pox bearers, là, les espèces de zombies, là. Voilà. Pour aller péter sur les adversaires et leur mettre moins un save. Donc c'est pas vraiment le même jeu, c'est une façon différente de recevoir l'adversaire. Ça structurellement ça a ce stratagème moins un dommage qui change beaucoup de choses. Et ça a le pack de Plague Marine qui a une attrition beaucoup plus en burst versus le Mortarion Hammer qui lui a une attrition plus perlée et n'a pas le moins un dommage donc qui n'est pas du tout aussi résistant. Ok. Je pense qu'on a fait le tour, Olivier, des différents. Enfin, là, on regarde finalement Chaos Knight, c'est le même détachement. Imperial Knight, bien évidemment, c'est le même. Thousand Sun, il y a un pays qui est l'Australie qui a pris un truc différent. Mais tu nous as bien expliqué tout à l'heure ça. Revenons un petit peu sur cette équipe de France et donc sur ses choix. Là, toi, en tout cas, bah, c'est évident, t'es joueur Marines. Tu vas jouer, tu l'as dit, 3 prêts, 2 Ballistus et un pack de Terminator un petit peu obèse, mais qui dans la Gladius, bah, justement, est plus malléable. Donc, toi, t'es sizé, justement, pour pouvoir tenir au moins contre ce genre de liste. Hordes. Ouais, t'as compris. Comment est-ce que, justement, toi, c'est quoi ta vision? C'est-à-dire que, encore une fois,
ce WTC, il va être régi par les rosters IK, CK, donc des gros robots, que la France décide de ne pas jouer. C'est quoi les autres points d'intention que tu vas avoir là? Et qu'est-ce qui t'a rassuré à la lecture justement de cette matrice qu'on a présentée par rapport à tes choix? Écoute, ce qui m'a rassuré, c'est qu'on s'est dit, ça va être une convention de marteau, n'amenons pas un clou. Manifestement, c'est une convention de marteau. Et il y a des clous. Voilà, donc on s'est dit, les mecs vont quand même trouver, si nous on trouve des solutions pour gérer l'IK LCK, on pense que l'IK LCK ne sont pas meta breakers, ils sont meta makers, et donc les gens vont s'organiser. J'observe qu'ils se sont organisés, on l'a dit, le Drukhari qui n'était pas là avant et qui apparaît, le GSC, le Necron qui s'adapte, qu'est-ce qu'on a dit d'autre d'à peu près évident, l'Assista qui peut être une solution. Donc voilà, tout ça s'adapte, donc c'était une intuition. Les gens auront des solutions contre, n'en amenons pas. J'observe que les gens ont des solutions contre. À quel point ce sont des solutions dévastatrices, ça on le verra sur table, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, les gens avaient des solutions. Donc je suis pas mécontent, donc, puisqu'ils ont des marteaux, qu'on n'ait pas amené un clou. Voilà, pour le dire un peu simplement. Par ailleurs, je vois aussi que nous, on s'est dit, bon, ben, il va y avoir full clou, donc il va y avoir un maximum d'IK et de CK. Amenons des marteaux à une convention de marteaux, par contre. Ça, c'est très très clair. Si par contre les clous avaient été absents de la convention de marteaux, ça m'aurait gonflé. Voilà. Donc si on s'était équipé, on va essayer de trouver des solutions pour gérer ces gros bestiaux et que finalement tout le monde avait joué l'esquive, ça aurait été chiant. Bon, j'observe que l'esquive, elle est légère. Voilà, tout simplement. Après, pour limiter aussi... Putain, j'ai l'impression d'être au roi Merlin, putain. Pour éviter l'histoire de marteau et de clous, j'ai aimé aussi ce que tu as dit sur le fait que vous êtes parmi les seuls à avoir ramené des armées à skill. Ça, c'est cool. Que je pense, tu vois ce que je veux dire, je pense à l'Eldar, ça c'est très 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 bien. C'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui par rapport au crit 5 de Linkus, mais par rapport à la forte valeur de saturation qu'on va avoir sur les Swooping Hawk, et tu vois ce que je veux dire, vont jouer sur la géométrie, vont jouer aussi sur le stat check atteignable. Là vous allez pouvoir la jouer sur table, quoi. Je suis entièrement d'accord. Alors après, en face aussi, hein, je veux dire, tu vois, quand la Pologne amène la même liste avec 30 Hawk et l'Admec, on est sur des listes à skill, sur des choses qui forcent le skill. Les USA, ils ont des joueurs tout à fait redoutables et qui vont nous forcer à regarder leur liste et à travailler. Tu vois, quand tu as un Anthony Vanella qui amène Angron alors que tout le monde dit Ouais. Angron c'est sus. Enfin, ça pose des questions il va sur falloir les réfléchir. lectures. Voilà. Absolument. Mais en tout cas, parfois c'est pas toujours le bon plan, hein, de dire nous on veut gagner au skill sur table. Enfin, je veux dire, si on est un peu honnête, ma liste 120 Crusader, c'est pas du tout facile à opérer, mais il y a des matchs qui étaient gagnés au pairing. Il y a des matchs qui n'ont pas été gagnés au skill sur table avec cette liste-là, d'accord. D'ailleurs, il y en a un là qui fait une sorte d'hommage à l'Islande. Ils arrivent avec 4 blobs de 20 Crusaders cette année aussi. Ouais, enfin ça va, tu lui as vendu 2 cases sur le bon coin, on le sait tous. Exactement. Donc et un coaching en même temps dans le même mouvement. C'est les bundles. Donc c'est pas toujours la bonne solution de gagner au skill. En revanche, mais par contre, ce dont je suis sûr et ce à quoi moi je crois, c'est que quand on a la concentration de talent qu'on a en équipe de France, essayer de gagner avant d'avoir joué, c'est pas forcément le bon chemin. Et donc, on se donne la possibilité pour que les 8 joueurs puissent gagner au dé. Voilà. Et pas au pairing. Parce que quand il y en a un qui va échouer, l'autre va prendre le relais, va prendre ses responsabilités. Il y a que des numéros 10 dans ma team. Voilà, il y a que des tueurs là. Donc je vois pas de raison, je vois pas de raison de dire à un tueur, tu vas jouer un truc qui sera déjà déterminé au pairing, si tu gagnes, si tu perds. D'accord. J'ai des questions pour toi. Je sais qu'on n'est pas rentré dans le détail des listes et d'ailleurs pour info, on fera un live jeudi 31 juillet, donc le jeudi avant l'ouverture de ces championnats du monde qui, je le rappelle, commenceront le jeudi 7 août aux alentours de 17h. Je n'ai pas encore l'heure précise début du live, mais globalement, ce sera en fin d'après-midi, début de soirée pour la première partie de cette équipe de France. Au niveau ensuite du planning, on aura la publication des poules le demain, normalement. Je crois que c'était le 14-15. Non, ça va commencer dans quelques minutes. D'accord. C'est un live ce soir.
Ah bah, trop bien. Donc dès demain, on pourra savoir en tout cas qui va affronter, enfin, la France va affronter qui le jeudi 7 et le vendredi 8, donc dans les matchs de poule. J'ai une petite question pour la liste de Petit Nico, sans rentrer dans le détail de toute la liste. Elle vise à contrer quoi et elle tourne autour de quoi? Puisque l'Astra, c'est Alors, tellement polyvalent. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux à la fois soit armer avec de l'OC 4. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux juste nous expliquer le rôle de la alors, le garde rôle qui est peu matriciel, présente? on va laisser les gens se tirer les cheveux là-dessus parce que on est les seuls à l'avoir, donc je vais pas le dévoiler complètement, mais en tout cas même pas du tout. Mais on a une liste qui propose 120 gardes qui sont en save à 3 couverts, donc quand on tire dessus, ça peut être long, ça peut revivre, qui peuvent faire des mouvements scouts, qui peuvent faire des mouvements réactifs, et qui ont beaucoup d'objectifs contrôle. Donc euh, d'une manière générale, les forces de cette liste, c'est la vitesse, c'est la contestation à l'objectif contrôle, et c'est l'embourbement, quoi. Voilà. Comprend qui veut et qui peut, ce qui reste, ce qui peut se faire embourber et ce qui ne le peut pas. Comme vous le voyez, on est les seuls à l'avoir, c'est le genre de liste qui peut faire gagner ou qui peut faire perdre les Worlds, mais notre pari, c'est que c'est difficile à comprendre comment ça va être joué, c'est difficile à comprendre quel rôle matriciel ça va avoir. Donc quand on va attaquer avec cette liste-là, soit les mecs en face ont pas de cerveau et ils se posent pas de questions, ils l'acceptent et ça va être dur pour eux. Soit les mecs en face ont un cerveau et du coup ils vont hésiter, ils vont avoir un peu désuet. Est-ce qu'on accepte? S'ils nous attaquent alors qu'on pense qu'on gagne, est-ce qu'on a vraiment compris cette liste? Et ainsi de suite. Donc on va les laisser se démerder avec ça et on va vous laisser découvrir la performance de cette liste C'est au Word. Mais en tout c'est cas, moi toujours j'ai toute confiance difficile. en Nico. C'est toujours difficile, tu sais. En fait, en gros, il faut comprendre, les gars, que la France est donc observée comme pays, hein, que ce soit Olivier individuellement par rapport à ce qu'il propose en Space Marine, ou aussi bah, justement sur le roster, et d'où la réponse d'Olivier. Est-ce qu'on va appeler cette liste fusible? Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que c'est vraiment un fusible de cette équipe de France par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que la liste Berserker de World Eater, elle en fait partie ou elle est plus obvious? Est-ce qu'elle propose? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as d'autres listes comme ça un petit peu Oui, en fait, alors, dans ce qu'on avait fait déjà l'année dernière, et je pense que c'est une stratégie gagnante, on dévoile pas de secret là-dedans, mais on peut pas révolutionner la méta sur 8 listes sur 8. Ça marche pas. Il y a des choses qui sont fortes et qui resteront fortes et on peut pas se permettre de juste faire les zouaves. Donc il y a le Death Guard, on a fait un sidestep de détachement, mais on a pris un Death Guard, le Space Marine, je veux dire, je suis le seul Gladius, mais c'est un peu histoire de se lustrer le chibre. À la fin, il y a quand même enfin, la moitié c'est des Space Wolves, l'autre moitié c'est des Blood Angels. Donc on peut pas réinventer tout le temps. En revanche, on peut essayer de faire des sidesteps à 1, 2, 3 endroits et essayer d'être un peu singulier en se disant, de toute façon, on est les seuls à jouer ça, donc ça sera difficile de s'entraîner, en tout cas d'optimiser les entraînements des adversaires pour jouer contre nous. Alors on est champion du monde, donc on n'a aucun doute sur le fait que les gens vont quand même jouer nos listes. Mais deux, comme ce sont des listes avec des gameplays pas évidents à comprendre, il y a de très fortes chances que le sparring partner de l'adversaire ne joue pas du tout la liste comme elle doit être jouée. Ça vaut pour évidemment la liste Berserk, ça vaut pour la liste Astra. Et donc ça, ce genre de liste, comme c'était le cas pour la liste Chaos Space Marine ou la liste Black Templar l'année dernière, ce genre de liste, ça génère des erreurs d'estimés dans la matrice. Donc les rares mecs qui peuvent vous taper, ils hésitent à venir, donc on vous les propose pas. Et les mecs qui peuvent pas vous taper, ils se sentent pousser des ailes ou ils ont rien dit, ils ont dit ok petite lose et vous les attrapez, vous les pulvérisez. Bon, c'est là-dessus que se joue le WTC. C'est sur ce genre de secret sauce, de petites sidesteps qu'on va faire, que les autres vont pas comprendre. Et ils vont pas parce que c'est pas lisible sur la liste. En lisant la liste, tu ne sais pas comment elle joue. Tu ne sais pas pourquoi on l'a fait. Et donc tu sues. Voilà, et tu sues jusqu'au bout parce que même si tu as fait du training, est-ce que tu as fait le bon training? C'est pas clair. J'adore Donc c'est pour ça que je ne dévoile j'adore pas. ce que tu, en fait, j'adore ce que tu, enfin, non seulement j'adore ce que tu dis parce que c'est très galvanisant pour ces championnats du monde, que ça soit par rapport aux espoirs qu'on a pour la France d'aller chercher, et je crois que c'est du jamais vu, 2 titres consécutifs, et aussi parce que finalement, le stress et la sueur coulent pas chez nous.
Ce que tu viens de dire, tu vois ce que je veux dire, c'est que l'interrogation de ne pas avoir fait des choix obvious, c'est plutôt les autres nations qui vont se dire, attends, enfin, vu la France, c'est nous qui n'avons pas compris quelque chose. Et donc c'est eux qui vont se mettre une forme de pression. Et je trouve ça super intéressant en fait que ça soit dans ce sens-là, parce qu'habituellement, un mind game. ouais, grave. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure. Quand t'as Skark qui arrive avec des taux quasiment seul taux du tournoi, et nous on arrive avec un tyrannide qui est vert, tu vois ce que je veux dire, et qui dit franchement je suis plutôt confiant tu vois, et là c'est eux qui vont devoir justement suer, et je trouve ça super intéressant comme positionnement. Oui, en fait le fait de se dire tiens bah l'USA et la France qui sont les pays qui se sont rencontrés en finale l'année dernière, ils ont choisi de ne pas venir avec Ika Seka pendant que tout le monde a choisi de venir avec Ika Seka. La Suède, qui fait partie des tout meilleurs à gérer l'Ika Seka, a choisi de venir avec seulement le Seka. J'espère que ça leur fait se poser des questions sur leur choix. À leur place, je m'en poserai. Nous, on s'en pose, hein, mais je veux dire, avec humilité. On voit bien que les autres ont pris ça et que ça a l'air fort. Et on sait même que c'est fort. Mais on voit aussi à quel point, je veux dire, combien de fois je t'ai répondu, ce truc-là est absent parce que ça se fait péter par l'IKLCK, ce truc-là est présent parce que ça pète l'IKLCK. Bon, en fait, quand tu es à ce point metamaker, bah tu laisses les autres faire la méta, et toi tu la contre-méta. Yes, en tout cas, merci beaucoup, c'était passionnant. Il est 20h14, on va se laisser encore quelques minutes avec toi, Olivier, pour les gens qui ont des questions. Beaucoup de questions au niveau notamment des solos. Parmi les joueurs, est-ce que tu as déjà la liste de ceux qui les font? Et bah, je vais bien évidemment te poser la question. Par exemple, un petit Nico qui va jouer une liste qui ne doit pas être observée. Tu vois ce que... Voilà, je te vois répondre directement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, on a 4 personnes qui font les solos parmi la délégation. Moyashi qui est capitaine de ronde, on ne sait pas encore en quoi il va venir. Alban, LBS, qui va venir avec sa liste d'Esgard. Moi-même, et je crois. Et Chev. Je pense que une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. D'accord, attends, parce que les gens Les connaissent pas nécessairement les protagonistes de cette équipe de France. Donc en fait, en tant que joueur, tu n'as que LBS qui va jouer, et de toute façon, il joue Death Guard qui est présent dans 40 rosters sur les 40 pays qui seront présents. Pardon. Donc finalement, il ne Red donne pas Slot aussi, d'indication. ça fait 2 fois que j'oublie. D'accord. Oui. Donc Red Slot aussi, mais parce qu'il joue une liste. En fait, après, moi, j'ai pas de problème avec le fait de montrer. L'année dernière, on est venu avec nos listes, on a pulvérisé tout le monde au solo et on a montré ce qu'on faisait, et ça n'a pas changé grand-chose. Donc moi, j'ai pas d'angoisse avec ça. Simplement, la liste de Nico, il a trouvé un nouveau job, il n'a pas la possibilité de prendre des congés en quantité astronomique. En plus, c'est une liste qui est fatigante à jouer, donc c'est pas la peine de venir se brûler au single. Les gens qui sont plus tu vois, à Shord, il serait peut-être venu, mais comme il a déjà largement de ce qu'il faut en rep sur sa liste, ça n'a pas d'importance. Donc la consigne, c'était ne cherchez pas spécialement à vous cacher. Si vous pensez avoir besoin de rep parce que votre liste est un petit peu nouvelle, eh ben venez. Venez au War Master, ça sera un bon échauffement. Moi, je pense avoir besoin de rep parce que ma liste a pas mal évolué. Et je pense que Alban, c'est le cas aussi. Et il va prendre ses reps. Et les autres, ils vont prendre des entraînements en dehors de ça, en tabletop simulator. Souvent, le plus important, c'est pas tant les reps en volume, c'est est-ce que j'ai affronté les match-ups sur lesquels je sais pas ce que je dois donner. Typiquement, j'ai vu passer dans le chat, est-ce que la liste AdMech peut surprendre? Oui, elle peut surprendre. Mais de notre côté, on sait que le gars a giflé tout le monde avec cette liste toute l'année, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Donc, elle va surprendre, mais tout le monde va se méfier. C'est-à-dire que tout le monde va y aller fesses serrées. Et il va se méfier. Voilà. Il y aura pas de. Mais ça, pour le coup, c'est quelque chose dont on ne pourra pas vraiment bénéficier cette année. C'est-à-dire que le mec qui s'apparie contre nous en se disant non, mais mépris de la liste, c'est qui? PTDR, c'est qui ces gars-là? Bon, ça n'arrivera pas normalement. Voilà. Alors que les années précédentes, on pouvait bénéficier de la surprise liée à quelqu'un qui avait un petit peu sous-estimé la France, le joueur en face, le build. Possible. Là, c'est plus possible.
Yes, je vais aussi en profiter pour faire un petit coup de projecteur sur la cagnotte de l'équipe de France, les amis. Vous avez point d'exclamation EDF qui vous permet tout simplement en fait de faire des achats entre guillemets ou des dons à cette équipe de France pour les aider. Je rappelle qu'aucun joueur n'est professionnel et donc ils partent avec leurs petits sous. Et donc si si jamais vous voulez les aider, point d'exclamation EDF pour équipe de France. Vous avez bien évidemment le maillot officiel. Ils ont aussi rajouté des différents goodies depuis Oui. qu'on a fait ensemble le top 8, notamment avec ce petit t-shirt équipe de France. Cette casquette, je trouve que c'est le truc le plus cool que vous avez fait, c'est ces putains de casquettes. Et après, vous avez toujours les dés qui représentent la nouvelle saison en plus, donc de Warhammer 40 000, qui eux par contre sont en anglais. Il faut savoir que toutes les personnes qu'ils avaient commandées pendant le top 8 ont été livrées. Et merci aussi à toi Olivier et à toutes les personnes qui étaient au French War Game Café le week-end du 5 juillet pour faire les expéditions. Et vous avez aussi les dés et une nouveauté qui sont justement les petites réglettes et marqueurs justement pour pouvoir écrire. Alors là, je peux pas zoomer dessus, mais vous avez plus un touche, plus un bless, touche fatale, touche soutenue, en anglais bien évidemment. Ils sont personnalisables en plus, donc franchement c'est une très bonne idée. Là, c'est une jeune femme bretonne qui fait, il me semble bretonne puisqu'elle s'appelle Gwendael, qui fait cette petite gamme de tokens verticaux. C'est une très bonne idée pour le jeu de haut niveau parce que plutôt que les tokens qui viennent se mettre à plat et se mélanger avec le reste, vous avez quelque chose de très visible sur table, de très facile à opérer. Nous on en aura tous pour le WTC puisqu'elle nous en fait cadeau. Mais vraiment, n'hésitez pas. Déjà, je tiens à vous remercier parce qu'on a atteint près de 15 000 euros sur cette campagne de dons. Donc, encore une fois, c'est la version brute, hein, c'est-à-dire sans la soustraction des coûts de production des contreparties qu'on fait. Il faut savoir qu'on a à peu près 40% de coûts de production sur cette campagne de dons. Et vous avez été incroyable parce que le WTC n'a pas commencé, on est déjà quasiment à 15 000. On va augmenter les communications, on va augmenter les goodies présents sur cette cagnotte. Il va y avoir également des objectifs contrôle, enfin plein de choses qui vous sont utiles pour le jeu. Et si on arrive à atteindre les 30-35 000, on sera les plus heureux du monde parce que ça veut dire que tout le monde aura passé sa saison remboursé à peu près à 60-70%. Donc plus que 40 ou soit entre 30 et 40% de reste à charge pour les joueurs. Et ça c'est quand même top. Et ça sera grâce à vous. Donc franchement, merci pour votre soutien. Vous êtes incroyables. Yes, comme vient de le dire aussi. Il y en a en vente au French War Café, tout à fait même. Alors peut-être pas les réglettes, mais il y a de tout en vente au French War Game Café quasiment. Que ce soit les decks de cartes, que ce soit les maillots. Mathieu a récupéré un petit stock pour en vendre. Les maillots ou les t-shirts? Les maillots. Ok. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Lors du 31 juillet, on fera une communication plus précise sur les différents points de vente permanents. Yes. Écoute mon petit Olivier, je vais te libérer ici pour ce soir. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir justement à chaud directement présenté le roster, les forces, les faiblesses aussi justement donc des choix qui ont été faits. Je vais laisser quelques secondes de chat si jamais vous avez encore quelques petites questions. Merci à Manoué pour les 5 subs. Deck maillot au French War Game Café. Ok. Après, de toute façon, je veux qu'il y ait une question pour savoir si les ventes seront faites à la Paris Wargame Expo. De toute façon, ça sera après cette saison-là. Donc, je pense qu'aussi, il y aura une réorganisation qui sera faite pour encore plus tôt dans la saison accompagner l'équipe de France au niveau, en tout cas, d'une forme de défraiement. Oui, tout à fait. Donc voilà, merci beaucoup à toi mon petit Olivier justement pour ton temps et pour cette présentation. On l'a dit tout à l'heure, on va se donner rendez-vous de toute façon toi et moi le jeudi 31 juillet pour juste un live qui va cette fois-ci viser à présenter le roster dans son détail, c'est-à-dire liste par liste. Ce soir, il va y avoir de toute façon, enfin d'ici demain vont être publiés sur les différents réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook du WTC pour World Team Championship, donc les différentes poules, puisque le tirage au sort va avoir lieu, je sais pas sur quelle chaîne ce soir, mais en tout cas ça sera disponible d'ici demain, et puis on te verra aussi sur YouTube, sur FWS pour l'actualité sans rien dire, qui arrive aussi assez vite à la fin du mois. Sans rien dire. Et oui, effectivement. Donc vous trouverez, si vous le cherchez, le live pour le tirage des pods sur le Discord du WTC, c'est fait par une chaîne YouTube allemande, mais en anglais. Et effectivement, ce sera avec plaisir qu'on vous retrouvera avec Julien pour d'autres productions de contenu, sans rien révéler. Et puis oui, le 31, ça va être dingue, parce que le 31, on sera de la veille du départ. On sera mais chaud comme des baraques à frites.
Et nous, ça fera quasiment un mois qu'on tryhard, enfin pardon, 3 semaines, 2 semaines, qu'on tryhard les listes et qu'on se demande comment est-ce qu'on va gérer, comment est-ce qu'on va travailler. Donc on va avoir des avis, on va essayer de pas dévoiler non plus notre secret sauce. Donc Julien il posera toujours toutes les bonnes questions, mais je répondrai pas à tout. Et ça va être une dinguerie. Attends, une question que je peux déjà te poser maintenant, c'est par contre, toi, c'est quoi les listes qui t'inquiètent? C'est quoi les tests que vous allez faire? Est-ce qu'il y a déjà une nation où tu t'es dit putain ça on l'a peut-être pas vu, ou ça on comprend pas alors que c'est pas des peintres? Donc et c'est quoi enfin, suite à la publication, oui. Ce sur quoi vous êtes jeté en premier? Nous on a, enfin en tout cas moi mais c'est la méthode qu'on a avec l'équipe de France depuis au moins l'année dernière, mais quand on comprend pas ou quand on trouve que c'est sus, on y met un maximum d'énergie. Et donc on a envie de jouer et de vérifier si les décisions méta de nos adversaires nous concernent ou est-ce qu'elles concernent les clous, donc c'est-à-dire les IKCK. Donc il y a des listes sur lesquelles on a peu d'expérience, le GSC on a peu d'expérience. On a envie de comprendre pourquoi en gros dans la liste de Vanilla. On a envie de repratiquer un petit peu l'admec, même si on sait que c'est très fort, mais on a envie de reprendre un peu des reps et de savoir ce qu'on va envoyer face à cette liste. Mais contrairement à l'année dernière, honnêtement, où on a entamé quand on a lu les listes, on s'est dit mais pourquoi ce Stampede chez les Américains en Tyrannide, pourquoi telle tech particulière à tel autre endroit, des choses qu'on comprenait pas forcément. Je peux pas dire que cette année on était autant surpris, et tant mieux si on laisse les autres s'interroger sur notre roster. Voilà. Mais en tout cas, la méthode, c'est la suivante. Quand on comprend pas, quand on trouve que c'est nul, alors on y met un maximum de ressources et d'intelligence, parce que l'exercice d'humilité, c'est de se dire, le mec, il vient pas au WTC avec un truc nul. Voilà. Il vient avec un WTC avec un truc bon, en tout cas un truc qui lui répond à un problème. Si ce problème, on l'a pas dans notre roster, alors ça nous concerne pas et c'est fine, c'est très bien. Mais sinon, tant qu'on n'a pas compris ce que ça résout comme problème, on ne s'arrête pas. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas, Olivier. On va raccrocher ici ce petit coup. Je vais te laisser raccrocher parce que moi je vais pas toucher au logiciel. Ça roule. Mais un grand merci à toi. Au niveau du chat, n'hésitez pas à mettre des cœurs, des aubergines, ce que vous voulez pour Olivier. Et merci en tout cas, justement de nous avoir accordé 2 heures pendant ce 14 juillet, monsieur Olivier. Allez, à très vite. Bisous. Ok les gars, fin donc de cette petite interview avec Père Castor. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça super intéressant, super galvanisant. Franchement, les championnats du monde en équipe de Warhammer 40 000, c'est vraiment le pic de notre année en tant que praticien, en tant que média. C'est trop cool. On est en plus de ça dans la continuité du capitanat de Zeka, mais qui a été insane, qui nous a fait vibrer, qui nous a permis d'avoir notre première étoile sur le maillot. Et là, en tout cas, on a l'air bien positionné pour voir justement... essayer d'aller en décrocher une deuxième quoi. J'ai les émotions de l'année dernière. Vous voulez qu'on se fasse kiffer? Ouais, attendez, vous savez ce qu'on va faire, on va se faire un petit kiff. On va se faire un méchant kiff même, bougez pas. On va regarder les moments, on va regarder le sacre de l'équipe de France de l'année dernière. Et ça va être la clôture donc de ce petit live. Go la France, grand merci mon Sylvain. Sylvain qui était avec nous aussi pour le War Master. On rappelle que c'est Olivier alias Père Castor qui a gagné cette partie en solo de ces championnats du monde. Furiact. Et qui nous a fait un parcours extraordinaire. On aura l'occasion d'attendre la cérémonie de reparcourir justement les scores de chacun de nos bleus suite justement à ces 7 parties, puisque ces championnats du monde ont commencé jeudi soir à 17 h contre le Portugal, où la France a mis plus de 140 points contre cette nation et justement est arrivée à ce moment-là deuxième à 1 point près de l'Espagne, qui vient justement de battre la Suède. Vous allez les voir exulter, je veux voir ça. On est à 85 points les gars, comme le score le montre ici. Il nous reste la game de Quentel, où le score s'est arrêté T4. On le rappelle, il faut impérativement moins de 51 points d'écart entre Quentel et le joueur orc américain pour nous assurer le 1-19 qu'il nous faudrait alors avoir. C'est insoutenable, on voit les joueurs qui tournent autour, qui sont juste en folie. C'est bon. La France est championne du monde de la plus belle des manières. C'est quoi ce chat qui dort là? Je veux des GG là, je veux l'émotion. Cette France était attendue
Si tu veux les rejoindre, Laurent, avec le micro sans fil. Allez, écoutez-moi ça, les gars. Avec le résultat de Quentel, quand même, qu'est-ce qu'il nous a fait le Quentel? Un point. On t'a demandé un point, il t'a fait un point, Bravo à toi, bravo à toute l'équipe, de la plus belle des manières, incontestable, avec full win et un draw contre la Suède. Bravo, bravo à cette superbe équipe de France. Je vais aller retrouver notre Evie, j'espère. Putain, c'est beau, hein. C'est beau quand même. Hein, des gens, des Français qui jettent des dés et qui vont chercher le titre, c'est beau quand même. Hein. Les gars, je vais couper ce petit live juste dans un souci pour avoir une rediffusion un petit peu plus facile. Est-ce que Laurent sera là? Bien sûr. Bien sûr, je vous le rappelle, donc les championnats du monde, donc au niveau des différents rendez-vous qu'on va avoir, on va avoir un live de présentation très précise donc de l'équipe de France, des joueurs, des listes et aussi justement de la première poule, c'est-à-dire des pays qu'on va affronter dépendamment des scénarios, ainsi de suite. Ça sera jeudi 31 juillet à 20h30. Ensuite, une semaine et on se retrouvera donc en direct de Leoben en Autriche pour les championnats du monde. Ça commencera le jeudi 7 aux alentours de 17h. Alors, Bijan qui dit la première année que l'on gagne contre l'Angleterre et on remporte le WTC, eh ben on sait quoi faire cette année. Mais grave. Là, on le voit hein, clairement déjà au niveau des rosters. Je sais pas quel est ton ressenti, Bijan, mais par rapport aux matrices, enfin par rapport aux codex qui sont présents. Clairement, je trouve que les États-Unis sont comme la France, ce sont les aliens. C'est ceux qui ont pris à la fois le plus de risques. Les États-Unis ont pris aussi beaucoup de risques. Alors, ils n'ont pas de liste un petit peu exotique avec les World Eaters et 80 Berserkers, mais il y a aussi la Pologne, excuse-moi, qui joue de l'Adeptus Mechanicus. Enfin, franchement, c'est vraiment ouf. Je pense que ces championnats du monde, il va être énorme. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Olivier. C'est sans doute pour les États-Unis et la France les rosters sur lesquels ça va se jouer le plus au skill et pas au stat check. Parce que justement, eux ont pas joué 10K et ont joué des listes à skill. Et je trouve ça trop intéressant. Plutôt que d'arriver avec soit des listes à swarm, enfin avec des listes qui seraient trop polarisées. Là, en tout cas, ça va vraiment être un truc de ouf, ce WTC. Donc, hâte. Donc voilà les amis, je vais vous abandonner ici pour ce petit live. Je vais sans doute en relancer un aux alentours de 21h30, enfin pas sûr. Soit je live ce soir pour de la peinture, soit je prépare les figurines hors caméra pour aller un petit peu plus vite et peindre toute la journée demain avec vous. À partir de maintenant, globalement, j'ai de l'Horus Heresy à peindre, mais ça je pense que ça prendra pas énormément de live peinture, mais c'est surtout ça va être beaucoup de peinture sur les Space Wolf. Donc globalement, si vous voulez, j'ai 3 Priest à peindre, 10 Terminator, 3 Predator, 2 Ballistus, 5 incursors, 5 intercessors à peindre. Et j'ai 4 heures. Et j'ai un peu plus d'une semaine et demie pour le faire. Donc voilà, vous allez manger du poil pendant ces 2 prochaines semaines parce que ça fait trop plaisir de pouvoir peindre l'armée justement de Space Wolves de cette équipe de France. En plus de ça, Olivier vous a pas tout dit, mais on joue les persos les plus cool des Space Wolves et on se tapera aussi des petites barres. En gros, dès que Olivier, qui sera en stream ou pas en stream, justement tuera soit des gros monstres, soit des Makora, donc des généraux adverses, on mettra en fait des petits traits sur... on va tenir le carnet de chasse de Père Castor avec l'armée Space Wolf. Ça va donc être trop cool, quoi. Ça sera les 24 heures de Lehman Russe. Grave. Donc voilà. Merci à tous les amis de m'avoir suivi. Stay tuned au niveau des notifications Twitch. Si je reviens plus tard dans la soirée. Sinon, je vais monter hors champ les petites figurines parce que c'est pas le truc le plus passionnant à faire pour vous en live. Mais quoi qu'il arrive, rendez-vous demain matin justement pour une journée full peinture. Et si vous êtes en vacances, tant mieux. Profitez bien et on va pouvoir peindre ensemble. Donc merci à tous les amis de m'avoir suivi. J'ai pas remercié tous les subs qu'il y a eu et tous les follow qu'il y a eu parce que je voulais pas couper la parole justement à Olivier. Mais merci à tous les gars justement de rendre toute cette aventure possible. Et encore une fois, restez accrochés sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il arrive, je pense que je vais publier la poule de notre équipe de France pour que vous puissiez tout simplement la trouver sur FWS. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis rendez-vous soit dans 1 heure, soit à demain. A plus les Wargamers, gros bisous.